Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je retrouve Bruno. Salut Bruno. Salut Victor, un plaisir de te revoir cette nouvelle année. C'est un plaisir de te revoir et j'ai hâte parce que d'ailleurs, je tiens à te remercier parce que tu sponsorises La retraite à 40 ans, le podcast une nouvelle fois. Donc un grand merci et j'ai hâte qu'on te retrouve justement sur ton domaine d'expertise. Et aujourd'hui, on fait un épisode parce qu'on nous l'a beaucoup demandé sur l'automatisation de la gestion locative. Et du coup, là, on a beaucoup de choses à dire et on va aborder, nous, les outils qu'on utilise, ben, toi, ce que tu as pu créer, parce que du coup, tu as fait carrément une plateforme pour ça. Et du coup, on va parler de ça directement. Du coup, la gestion locative, quand on veut l'automatiser, c'est quoi la première étape? On commence à partir d'où? Mais écoute, je dirais ça commence dès le début, quand tu cherches un locataire. C'est l'étape la plus importante puisque tu sais que tu peux pas mettre dehors un locataire. Une fois que tu l'as sélectionné, il est là pendant minimum 1 an, voire 3 ans. Donc cette étape, elle est super importante et il y a tout un tas de choses à faire. Tu peux vite te prendre les pieds dans le tapis au début si tu sélectionnes le mauvais locataire, si tu as un bail qui est pas précis. Nous, on a souvent des propriétaires qui nous disent, bah, moi j'ai un vieux bail qui date d'1 an ou de plusieurs années, ça le fait. Mais non, en fait, si les baux changent continuellement, la réglementation change constamment. Donc voilà, donc il y a, il y a- il y a- il y a- il y a tout un tas de choses réglementaires que tu dois respecter. Et puis, effectivement, après, il y a toute la gestion. Mais le point de départ, c'est la mise en location. Donc, on peut, si tu veux, un peu redétailler un peu comment ça se passe, sur quelle plateforme tu dois aller, qu'est-ce que tu peux ou pas automatiser, et les points de vigilance, en fait, pour pas que tu te prennes les pieds dans le tapis. Parce que derrière, quand tu regardes les amendes qui sont prévues aujourd'hui, tu sais qu'il y a des amendes qui vont jusqu'à 15 000 euros si tu es en société. Si tu te plantes, par exemple, lorsque tu fais un bail de location, si tu mets pas les bons loyers, si tu respectes pas la réglementation, alors je crois que toi, tu as beaucoup investi en société. J'adore Bruno, tu vas faire flipper tout le monde. C'est Ah, mais bon. justement, c'est ça, c'est les points de vigilance. C'est quoi les points de vigilance? C'est au moins ceux qui nous écoutent vont pas se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, c'est aussi ça l'idée qu'on file un peu les bonnes practices depuis la mise en location. Donc, ça passe aussi par le bail et après jusqu'à la gestion pour gérer comme un pro en fait tes locations avec les outils que tu peux avoir aujourd'hui sur le marché, quoi. Ce que je te propose, c'est que je te dis, moi, ce que je fais là quand je mets en location un appart, et tu me dis à quel moment je fais des trucs qui sont pas bien, ou si toi tu fais différemment. Ok, Ça yes. te parle? Du coup, là, disons que j'ai un appart donc à mettre en location. Donc, dès qu'on a un parc assez important, on se retrouve à le faire assez souvent. En fait, ça dépend. Donc là, l'objectif, donc il y a plusieurs moyens. Donc, soit effectivement, si on veut avoir une gestion locative la plus déléguée possible, donc potentiellement, on peut placer en agence. Donc, on va placer un bien en agence. L'agence va prendre en fonction du bien qu'on a entre 4 à 20-30% pour de la LCD dans ce cas-là. 4% sera plutôt une agence de gestion locative classique. Ce qu'on ne dit pas, pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent, alors là, encore une fois, pour tous ceux qui pensent que le mettre en agence de gestion locative, ça a tout réglé, ce n'est pas le cas, parce que ton agence va finalement, non seulement te facturer ça, va te prendre en plus assez souvent un mois de loyer à l'entrée, voire ton agence va prendre un mois de loyer à l'entrée au locataire et va te prendre à toi un mois, va te facturer un mois de loyer à toi aussi à l'entrée. Donc peut-être qu'une agence peut prendre, par exemple, si vous louez, je sais pas, un appart 500 euros, votre premier loyer, vous n'avez pas le toucher parce que l'agence va le prendre. Plus, elle va prendre un loyer pour le dossier de traitement au locataire. Et en plus de ça, tous les mois, elle va vous prendre ces fameux 4-8% de gestion. En plus de ça, les problématiques sur l'agence, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on pourra en parler. Et toi, ce que tu as fait, en fait, c'est l'outil dont on a besoin quand on veut finalement gérer soi-même ses locations, mais pas se retrouver un peu perdu, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Donc l'agence, après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va du coup mettre des annonces, normalement reprendre des photos. Alors attention, on va voir justement le plus important quand on met en location un bien, c'est souvent les photos. Et l'agence, de temps en temps, bah, il faut checker ce qu'elle fait parce qu'elle peut mettre des photos qui sont un peu nulles. Et une fois qu'il y a ce truc-là, l'agence va potentiellement vous envoyer les dossiers à valider des locataires, sauf que vous n'avez pas échangé avec les locataires, donc vous ne savez pas à quel point ils sont intéressants ou pas. Une fois que vous avez fait ça, vous validez le dossier. Et après, dans la gestion globale de votre bien, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'agence va vous envoyer des demandes en fonction de ce que vous avez signé avec elle, mais lorsqu'il y a des petites réparations à faire, lorsqu'il y a des grosses réparations à faire. Et en gros, il va quand même falloir intervenir avec l'agence pour vous donner votre accord ou pas votre accord. Et pareil, quand vous avez des processus et des procédures qui vont se passer, par exemple, elle va vous dire, ah tiens, le chauffe-eau ne marche plus, il faut envoyer tel artisan, mais potentiellement l'agence peut se planter. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois avec Century 21.
qui m'ont dit que la personne m'appelait, m'a dit voilà, c'est un problème de chauffe-eau et tout, alors que ça n'a aucune logique. Donc moi, je l'ai au téléphone et en fait, c'était pas du tout un problème de chauffe-eau. Donc elle avait fait déplacer un mec, j'ai dû payer le mec qui s'est déplacé, puis après, c'était pas ça. Il voulait réparer un truc qui n'était pas le bon. Bref, vous avez quand même cette gestion à faire avec les agences. Il faut se rendre compte qu'il y a quand même des allers-retours à faire. Il y a Et du en boulot, ouais. plus, il y a du boulot. Et quand vous avez des procédures, l'agence, ils ont un process pour lancer une procédure contre par exemple, un locataire qui ne paye pas. Et potentiellement, l'humain de l'agence n'est pas aussi bon que votre humain à vous. Et après, la procédure gérée par l'agence, c'est un peu géré, ça dépend par qui vous passez, mais assez souvent, en gros, si vous voulez faire par exemple un processus d'expulsion en fonction de comment vous faites, ben, si vous ne répondez pas dans des délais bien déterminés, vous vous tapez une trêve d'hiver, vous vous tapez un autre truc. Si l'agence ne relance pas l'avocat ne va pas forcément être très actif. Si l'huissier n'est pas relancé, ça va pas être très actif. Et en fait, vous rajoutez des petits délais un peu à droite à gauche comme ça et vous vous retrouvez avec un locataire que vous ne payez pas pendant 2 ans et que votre procédure n'est pas arrivée jusqu'au bout. Et en plus de ça, vous ne savez pas, par exemple, que vous pouvez porter plainte contre la préfecture qui ne sort pas les gens qui étaient dans votre logement pour qu'ils vous payent votre loyer. Et l'agence ne va pas forcément le faire. Et du coup, vous vous retrouvez dans une cata. En fait, vous avez juste quelqu'un et qui vous signez, c'est le strict minimum et il prend des loyers sur votre appartement. Et après, l'agence aussi ne sait pas forcément quelles sont les bonnes règles de DPE à appliquer. Donc ça, du coup, peut vous dire que non, vous n'avez pas le droit. Alors attention à tous ceux qui nous écoutent. Là, ça y est, on est revenu en arrière sur les DPE. Donc, vérifiez bien vous-même les nouvelles règles des DPE parce que tout ce qui est classé en G, il y en a beaucoup. Si vous avez par exemple des travaux qui sont prévus, vous pouvez avoir un décalage de 5 ans pour relouer votre local, votre appartement en G. Donc, en fait, grosso modo, on peut y retourner là aujourd'hui. Et si ça se trouve, aux agences, là aujourd'hui, vont dire ah non, non, moi j'ai un DPE, ça ne fonctionne pas, etc. Donc, vous avez tous ces trucs-là où même quand vous confiez à une agence, généralement, et moi, comment je le vois, là, je suis en train de structurer mes équipes pour avoir au-dessus des agences qui gèrent sur le terrain des personnes, enfin un asset manager, quoi. J'ai un asset manager qui va pouvoir faire toutes ces réponses sur l'ensemble de mes actifs parce qu'au bout d'un moment, quand vous commencez à en avoir beaucoup, alors ça ne fait pas énormément de travail en réalité, mais enfin, vu que ça fait un peu par appartement et si vous en avez pas mal, au bout d'un moment, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un truc de volume, quoi. Et en fait, vous vous retrouvez à quand même à devoir faire, moi je dois faire une réponse peut-être par semaine. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, 200 lots, une à trois réponses par semaine que je dois faire une agence, bah, en réalité, ça fait pas mal. Et une réponse, c'est pas oui, non. Généralement, il faut un peu challenger. Dont par exemple les devis de travaux. Par exemple, s'il y a des devis de travaux, les agences ne les challengent pas bien, etc. Donc ça demande quand même un peu de boulot. Donc ça, c'est l'agence là. C'est délégué de façon ultime, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même du boulot à faire derrière et que en face de vous, on peut prendre pas mal d'argent, mais potentiellement, ça peut être bien pour vous aussi. Parce que normalement, bon, ok, ça vous prend de la marge, mais vous, vous faites autre chose. Vous utilisez votre temps autre part. Donc, ça peut être quand même intéressant de passer par les agences. Je ne sais pas ce que tu en penses des agences. Toi, est-ce que tu en as en agence toujours ou pas? Moi, j'en ai eu enfin, j'en ai encore un en fait en agence. C'était le premier investissement d'Eurobien que j'avais fait où c'était packagé dans le package des programmes de défiscalisation. Donc là, j'avais gardé l'agence. Après, l'agence, elle a tourné plusieurs fois. Enfin, il y a eu plusieurs changements. Moi, c'était plus par obligation parce que j'étais loin et parce que ça avait été proposé comme ça. C'était mon premier bien. Donc maintenant, voilà, je l'ai laissé parce que c'était historique. Mais maintenant, tous ceux que j'ai là, ils sont pas du tout en agence. Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que ça coûte cher. Enfin, on est plutôt autour des 7-8% en agence. Après, tu as des frais de remise en location, tu as la vacance locative aussi. Les agences sont peu réactives parce que quand il faut remettre en location, elles attendent que le locataire parte. Elles devraient l'anticiper 1 mois à 2 mois en avance. Donc après, tu te retrouves avec de la vacance locative. Et puis finalement, tu sais pas trop pourquoi tu payes parce qu'elles sont jamais présentes au téléphone quand tu as besoin d'elles. Voilà, donc moi aujourd'hui, je le fais pas. Et après, quand tu regardes les statistiques au niveau du marché, aujourd'hui, tu es trois quarts, donc 75% des propriétaires bailleurs qui gèrent par eux-mêmes, donc sans agence. Donc tu vois, tu as quand même un ratio de trois quarts je gère seul mes biens versus les un quart qui passent par en agence. Mais au moins aujourd'hui, tu as deux modèles. C'est celui que tu connais via l'agence immobilière. Après, toi, tu es obligé de mettre quelqu'un en plus par-dessus pour les chapeauter, parce que toi, tu as un gros parc. Et pour des personnes qui ont, tu vois, quelques logements, elles ont peut-être une logique différente en se disant, bon, ok, pourquoi pas tester en agence, mais souvent, c'est le coût. Tu vois, quand même un coût assez important pour un travail qui n'est pas vraiment fait sur place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens préfèrent gérer seuls. Après, c'est aussi t'achètes pas un bout de papier, tu vois, c'est un truc qui vit, c'est des locataires. Donc les gens, ils aiment bien aussi gérer un peu leur location. Parce que voilà, quand tu as mis en place tous les process en amont, bah, ça tourne. Normalement, c'est censé tourner.
Moi, toutes mes locations aujourd'hui, elles tournent parce que les process sont en place. Après, c'est à toi d'être là pour faire un petit peu le SAV. Mais j'en ai pas beaucoup de demandes, pas tant que ça finalement de demandes de SAV. Après, le principal, c'est tout ce qui est fuite d'eau. Donc là, oui, il y en a, ça arrive. Donc moi, aujourd'hui, je l'ai eu fait en agence. Maintenant, je le fais pas moi-même. Euh, parce que je trouve que c'est plus efficace et plus réactif. Et puis, de toute façon, quand tu as un souci demain avec un locataire, l'agence immobilière, elle va juste te passer le bébé. Elle va dire, tiens, le locataire, il veut pas payer son loyer. Ah, le locataire, il fait de la sous-location ou je sais pas moi, il veut pas entretenir le bien. L'agence fait juste aujourd'hui un passe-plat. Il te repasse en fait le bébé, c'est à toi de le gérer. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me suis structuré. En fait, c'est quand tu gères tes biens par toi-même, c'est comme si tu étais en fait patron de ta mini-entreprise. Parce que moi, je considère le locataire, tu vois, comme un client. Ton produit, c'est ton logement. Donc, tu as une petite boîte à faire tourner. Et donc, bah, finalement, quand tu regardes, tu as, quatre directions, tu vois, à piloter. Tu as la direction juridique pour faire des contrats à jour, conformes, pour régler les litiges, pour être à jour de la réglementation, pour t'assurer d'avoir les bons loyers, etc. Tu as une direction technique, entre guillemets, quand tu as des artisans à faire intervenir, les devis dont tu parlais, donc ça, il faut la coordination technique pour faire les travaux. Tu as une direction SAV parce que les locataires vont t'appeler. Ils vont dire, ah tiens, il y a un truc qui marche pas, ou je sais pas comment ça fonctionne, ou il y a un truc qui est en panne. Donc, tu vois, ils t'appellent toi parce que c'est toi le responsable vis-à-vis d'eux. Et puis, tu as une dernière direction, c'est une direction comptable et administrative, le DAF. Parce qu'il va falloir Exactement. collecter les loyers, parce qu'il va falloir générer les bonnes quittances, réviser le loyer, régulariser les charges, faire ta déclaration des revenus locatifs, produire l'alias fiscal. Donc tu vois, finalement, quand tu regardes tout ça, tu dis, bah, OK, il y a un peu de taf. Ça te demande une expertise dans chacun des domaines. Tu vois, là, je t'ai cité quatre types de direction juridique, comptable, technique et SAV. Et donc, quand tu fais ça tout seul, sans te faire aider, sans outils, sans rien, bah oui, là, tu peux vite prendre cher parce qu'il faut que tu saches tout faire et que tu veux et que finalement, si tu n'as pas une bonne connaissance, tu peux vite te prendre les pieds dans le tapis. Mais voilà, en tout cas, voilà, ma vision, c'est t'es patron de ta mini-entreprise et que derrière, tu dois pouvoir être outillé, mettre en place les bons process, être disponible pour répondre aux clients. Ça, c'est quand tu veux vraiment gérer seul et tu peux le faire on va dire, à petite échelle quand tu as quelques logements. Après, pour des dizaines et des dizaines de logements, là, je pense que tu passes un taille de boîte beaucoup plus importante. Et là où effectivement, tu peux, comme toi, embaucher quelqu'un pour t'aider à piloter toutes les directions, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'essaie de montrer là pendant que tu parlais parce qu'en fait, tu t'adresses à la masse du marché. J'avais revu les chiffres des échos. J'aimerais bien vous ressortir ça. Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer. En réalité, des personnes qui ont plus de 20 logements, c'est 1%. Du coup, là, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que la masse du marché, quand tu donnais tes chiffres, effectivement, quand tu as un, deux, trois logements, que c'est à côté de chez toi, ça dépend de ton boulot. Enfin voilà, moi, avant de vraiment déléguer, je suis monté à, je sais plus combien, 15 ou même entre 15 et 50 logements. Et après, je me suis dit, OK, je vais déléguer. Pourquoi? Parce qu'au début, finalement, enfin, en réalité, ça va. Ça dépend ce que tu as à gérer, mais si c'est pas très loin de chez toi, etc., et que tu n'en as pas tant que ça, après, ça dépend de ta charge, hein. Ça dépend de ta charge sur tes autres activités, mais tu peux aller assez loin. Alors attends, c'était où? Tu peux aller assez loin finalement. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais vous partager mon écran là. Pour ceux qui voient l'écran, n'hésitez pas, on partage aussi du coup. Là, vous avez l'audio et on va partager ça sur YouTube pour voir ce que ça donne pour vous, ceux qui sont intéressés. Hop. Et du coup, là, je partage directement. Là, on est du coup, hop, je l'avais mis où? Ici, voilà. Donc en fait, la grosse masse, donc les monopropriétaires, donc ça c'est ça, mais en tout cas dans ceux que toi tu touches, si on le ramène sur 100%, donc au moins deux logements, il y a 20%, entre 3 et 4 logements, il y en a 10, donc là tu es à 30, entre 5 et 9, donc tu vas rajouter ouais, 30, 35, 40%, ouais, donc, et ça veut dire que les derniers, là, les 0,9%, en réalité, si on ramène ça sur 100%, ceux qui ont plus de 10 logements, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas Ouais. beaucoup. Et tu vois, quand tu regardes, tu as à peu près un parc de plus de 10 millions de bailleurs
en France, donc d'investisseurs qui sont multipropriétaires, qui mettent en location, donc ça fait du monde derrière. Et sur ces 10 millions, tu en as 246 000 qui ont plus de 10 biens. Mm. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, je pense qu'il faut, quand tu commences avec un ou deux biens, commencer par gérer soi-même pour te rendre compte des contraintes de ce que tu peux, de ce que ça demande comme travail, de ce que tu peux automatiser. Plus ça va, après, effectivement, tu peux mettre en place des systèmes pour déléguer ta gestion. Euh, Au-delà de 10, pourquoi pas? Moi, je le fais pas, j'ai pas de gestionnaire attitré. Mais toi, tu parles en dizaines de biens, donc ça peut être intéressant. Mais je dirais pour moins de 10 biens, oui, gérer seul, ça se fait, ça peut se faire et c'est une charge de travail qui peut se tenir si on est bien organisé derrière. Surtout que le Saint Graal en termes de gestion, donc il y a cette façon agence. Donc on comprend bien les problématiques des agences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fasse un peu un graphique, tu vois, des problématiques des agences. En tout cas, aujourd'hui, moi, avec le feedback que j'ai des agences, ça peut être compliqué. Pareil, sur les agences nouvelle génération. Donc là, disons que vous allez mettre en location votre bien. Vous avez, bon, grosso modo, deux types de biens. Enfin, on va dire plusieurs. Donc, allez, au moins trois, allez, quatre. Vous avez les biens classiques. Donc là, ça va être des biens à Paris, des appartements ou des appartements que vous allez louer à certains endroits. Vous allez avoir les biens type colocation. Donc là, par exemple, sur les biens classiques, on peut être sur du SoLoger, sur le Bon Coin pour trouver des annonces où vous allez pouvoir mettre vos annonces là-bas. Sur de la colocation, ça peut être sur le Bon Coin, etc. Mais il y a des sites comme Carte des Colocs qui font ça. On en reparlera tout à l'heure. Après, vous avez le Airbnb. Donc, quand vous faites de la courte durée, que ce soit sur Booking, Airbnb ou autre, en fait, on peut regarder, on peut aller dessus. Et après, vous avez tout ce qui est locaux commerciaux. C'est un petit peu différent. J'aimerais bien vous montrer un peu Airbnb, voir ce que ça donne. Parce que, en fait, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont le plus avancés sur votre secteur d'activité, c'est généralement le B2B type hôtellerie, type Airbnb. Donc, quand on va sur Airbnb, on va avoir des super annonces qui sont hyper bien léchées, des super belles photos. Il faut se dire que c'est une compétition. Et vous, si vous voulez bien louer, il faut réussir à récupérer les bons locataires qui vont être attirés par votre produit. Et du coup, sur Airbnb, c'est là où on voit le mieux. En fait, il y a eu le plus de travail. Et là, maintenant, moi, j'ai bien vu le marché évoluer. Le marché évolue de plus en plus vers les annonces classiques de nous, ce qu'on peut faire, par exemple sur le Bon Coin ou sur la carte des colocs, etc. On voit qu'il faut respecter maintenant ces nouveaux codes et il y a tous ces nouveaux codes à respecter. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que d'un point de vue du coup gestion, on a les agences qui peuvent nous poser des problématiques. Dans ces agences-là, il y a des agences un peu nouvelle génération comme Okoro qui s'occupent des colocations. Ça n'existait pas avant. Et Okoro, par exemple, moi, avant qu'ils me fassent un truc qui soit de leur niveau, j'ai vraiment dû, avec le commercial d'Okoro, du coup, que je connais pas mal maintenant, parce que je l'ai mis, j'ai une colocation à Metz et j'ai décidé de la passer sur Okoro parce que à distance, c'était compliqué pour moi d'avoir le système que toi, tu as mis en place et que tu as mis avec Monsieur Hugo, que je veux bien tester. Euh, et en gros, je l'aurais passé à eux et ils m'avaient fait une annonce. Alors, j'aimerais bien vous montrer le WhatsApp pour vous montrer exactement les échanges que j'ai eus avec le gars d'Okoro. Euh, alors, je suis pas sûr parce que si on montre ça et qu'on montre après sur. Mais ça peut être marrant hein, en termes de. Parce qu'à un moment, je lui ai dit. Alors, c'est Christophe d'Okoro. Il y a un moment, il m'a dit si tu veux, je vais voir les photos. Bah, je vais vous montrer concrètement ce qui se passe et comment il faut vous battre avec les agences. Je pense que ça peut être sympa. Tu me dis, Bruno, hein, si je déborde un peu, je sais pas ce que tu en penses. Non, non, mais vas-y, Euh, vas-y, c'est bien d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. donc là, je lui ai dit, je vais voir. Alors, je peux pas vous partager pas vous partager tout le WhatsApp. Si. Euh, et en fait, moi, je lui ai dit, est-ce que je peux vous montrer le truc? Après, il y a le numéro de téléphone et tout. En fait, donc j'ai confié au Coro la mise en location de ma. Voilà, Alors, est-ce qu'on voit les numéros ou pas? Non, on voit pas les numéros. Alors, je vais partager pour ceux qui regardent un peu. Alors, je pense qu'on va vraiment le mettre sur YouTube. Je vais vous partager ça. Alors, vérifie que j'ai pas les numéros et tout, machin. Non, c'est bon. Et en fait, si tu veux, alors là, pour ceux qui ne voient pas, il y avait, donc là, j'ai mis une photo. Alors, on va mettre la photo des superbes annonces qu'on peut retrouver sur Metz en termes de colocs. Donc, on a des super photos, c'est super clean. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais là, la plupart des colocs, c'est pas mal de l'extérieur. Tu vois, Bruno, c'est des Mm. photos lumineuses. C'est Ouais. des prix dans les 570 euros. À part la dernière en bas à gauche, bon, c'est propre, mais c'est pas super.
Donc là, j'étais en train d'expliquer quand même au gars de Coro. Je lui dis, écoute, là, il faut que tu t'actives sur la mise en location de mon appart parce que ça marche pas, là, ton système. Et je pense que je sais pas pourquoi j'ai touché son ego d'une certaine manière. Il fait, ouais, nous, on sait ce qu'on fait, on fait 2000 locations, etc. Et là, je lui dis, attends, attends, c'est pas contre toi, mais je vais te montrer exactement ce qui va pas, quoi. Et là, donc, je lui envoie les annonces. Et là, regarde bien, tout en bas à gauche, là, cette, euh, cette photo là où tu as les serviettes. Donc, tu as, les serviettes, tu as une espèce de couette multicolore avec des fleurs, tu as une bouteille d'eau sur la table. Ouais. C'est ma colocation. Donc, ils sont allés prendre des photos avec un truc, mais qui t'as pas envie de le louer. Tu as l'impression que, enfin, il y a un mec qui habite dedans, quoi. Non, il faut que ce soit Ouais, hyper propre, ça donne tu vends envie. pas du rêve là, c'est sûr. Ça vend pas du tout du rêve. Et du coup, je lui dis, écoute, c'est pas contre toi, Christophe, hein. Ok, tu fais 2000 locations et tout. Ok, voilà, ok, très bien. Je lui dis, voilà, moi j'en ai quand même quelques-unes, tu vois. Et je lui dis, là, par exemple, ce qui est fait là en ligne, est-ce que tu vois la différence? Ça va pas sur les photos. Et après, lui, il est très réactif. Il m'a dit, ah ouais, Victor, je comprends et tout. Je fais, oui, donc du coup, là, ça va pas. Donc là, on va pas avoir des bonnes personnes qui vont venir chez nous. Si vous faites des mauvaises photos, ça va être des mauvaises personnes qui vont venir chez vous. Et du coup, j'ai dû le challenger là-dessus. J'ai dû le challenger sur les profils. J'ai dû le challenger sur les visites. Et en fait, on se rend compte, bon, c'est comme quand vous faites de la délégation de façon générale. C'est zut, quel est le niveau d'attente, le niveau d'exigence au début, que vous soyez en capacité de le déléguer. Si vous ne faites pas gaffe et que vous n'avez jamais fait ça, que vous mettez directement en agence, voilà, ça peut poser problématique. Et c'est pour ça que les premiers apparts, effectivement, c'est mieux de les faire seuls. Et même avec ces nouvelles agences qui font des trucs, je pense qu'Okoro est vraiment pas mal pour le coup. Mais moi là-dessus, qu'est-ce qui m'a embêté, tu vois? Et j'ai vraiment dû y aller, tu vois, à fond là-dessus, quoi. Ouais, bah, de toute façon, on fait jamais mieux les choses que par soi-même. Voilà, de toute façon, les agences, c'est comme les syndics, hein. Les syndics, ils ont tellement de copros à gérer qu'au final, toi, tu es juste un pion parmi les dizaines de copros qui gèrent. Les agences immobilières, je pense que c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent gérer par eux-mêmes parce que tu gardes le contrôle de ta mise en location, tu gardes le contrôle de ta gestion. Derrière, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Euh, donc voilà, moi je pense qu'il y a cet effet un peu déceptif aujourd'hui que tu peux avoir toi à travers cette expérience ou que d'autres peuvent avoir, pousse les gens à gérer seuls. Voilà, et c'est pas plus mal parce que ça se fait. Enfin, tu vois, Hein. voilà. Après, il faut juste faire bien les choses et pas se prendre les pieds dans le tapis. Différentes embûches lors du tout process de mise en location et de gestion, mais c'est des choses qui sont largement surmontables aujourd'hui, quoi. Du coup, le truc, si vous signez des contrats avec du coup, ces gestionnaires, que ce soit Okoro, que ce soit, je sais pas, Century 21 ou d'autres éléments, n'oubliez jamais que quand vous signez un contrat, le plus important, c'est la clause de sortie et que ça se négocie. Donc, on va vous envoyer des contrats types, vérifier sur combien de temps vous êtes engagé, vérifier quels sont les enjeux et renégocier. Quitte à, quand vous signez le contrat, vous enlevez la ligne genre engagement de 2 ans, là, vous mettez arrêt du contrat possible sous 30 jours. Et vraiment faites quelque. Après, on va vous dire, ah oui, non, mais c'est nos contrats types, etc. S'ils ne sont pas prêts à accepter ça, protégez-vous, parce que de temps en temps, vous pouvez vous retrouver embarqué dans un truc assez fort, quoi. Airbnb, coloc, immeuble, et après, il y a tout ce qui est bureau. Les bureaux, c'est pareil. Si vous voulez les louer en fonction de comment c'est fait, n'oubliez pas qu'un conditionnement va aider les personnes à se projeter. Donc, si vous avez des locaux vides, en fait, ça vaut le coup de temps en temps surtout aujourd'hui, il y a plein d'outils, mais vous avez des locaux vides, etc. N'hésitez pas à les mettre un peu en scène pour que ça ressemble à quelque chose. Euh, Même vous empruntez des bureaux à des potes, vous mettez comme s'il y a des bureaux, etc., pour que les personnes, votre cible, puisse se projeter. Du coup, premier élément quand on met en location, on met des annonces. Là, les annonces, pas 36 000 choix. Alors, il y a des informations réglementaires sur les annonces. Je ne sais pas si tu n'as pas forcément d'aide là-dessus sur Monsieur Hugo, non? Alors, non, nous, on met pas forcément d'aide là-dessus, puisque de toute façon, maintenant, systématiquement, quand tu vas déposer ton annonce sur un portail d'annonce, style Le Bon Coin, Se Loger, PAP, Carte des colocs, il te, il te prémâche le travail pour que ton annonce que tu vas déposer soit conforme. Donc, bah, généralement, enfin, aujourd'hui, l'obligation, c'est les diagnostics. On te demande c'est quoi la classe énergétique. Donc, ça, tu es obligé de le faire. Donc, ça, c'est contrôlé par ces sites au moment où tu déposes ton annonce. Après, ce qu'ils peuvent contrôler, certains sites le font, mais d'autres le font pas vraiment bien, c'est le loyer que tu mets. En fonction de où est situé ton logement, bah, tu sais que tu ne peux pas forcément mettre le loyer que tu veux parce que il se peut que ta ville bah, soit encadrée, soit en zone tendue ou soit en zone plafonnée. Donc ça,
il n'y a pas vraiment de contrôle. Après, c'est à toi de faire attention. Nous, ce contrôle, on le fait directement sur notre application de rédaction de contrat de bail, où là, on va venir checker et vérifier que le loyer que tu mets pour ta location, enfin, dans le contrat de location, il est conforme, il respecte bien la réglementation, il respecte bien les lois Allure, il respecte bien la loi Elan, et que derrière, en fonction des travaux que tu as pu faire, du montant des travaux, de la date des travaux, de la date de la dernière augmentation, que ton loyer soit vraiment conforme. Donc au niveau des sites type SeLoger ou Le Bon Coin, il faut avoir des belles photos, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que maintenant les gens ont l'habitude d'avoir des super belles photos sur des plateformes comme Airbnb quand tu fais de la location courte durée. Et donc maintenant, on voit de plus en plus sur de la location longue durée des appartements qui sont ultra bien refaits, qui sont propres, qui sont bien décorés, avec des belles photos. Voilà, donc prenez le temps de faire aussi des belles photos parce que c'est ce qui va se voir en premier. Soit tu passes par un photographe professionnel, ou soit tu les fais toi-même avec un téléphone, ça suffit largement. Voilà, il faut une bonne luminosité, il faut un peu ranger l'appartement, tu vois, que ça soit pas comme chez toi avec quand l'agence elle a fait les photos, taille les affaires qui traînent, les bouteilles d'eau, le truc pas rangé. Voilà, il faut que ça soit vraiment prêt à accueillir les voyageurs, mais en l'occurrence là, le locataire. Et après, moi aujourd'hui, j'utilise principalement que Le Bon Coin parce que ça suffit largement. Il y a énormément de demandes là-dessus. Après, il y a des plateformes spécialisées. Donc là, tu l'as montré avec la carte des colocs. Tu as aussi euh, gens de confiance aussi qui visent une clientèle plus CSP+. Ça marche bien pour louer tes Mais apparts. globalement, si tu veux faire comment dire, quelque chose à peu près passe-partout, tu es sûr d'avoir du monde, Le Bon Coin, ça suffit largement. Sur Ce Loger, maintenant, moi, j'y vais plus parce qu'il y a il y a beaucoup d'arnaques sur Ce Loger. Ils n'ont pas mis Ok, des filtres pour détecter les arnaques. Moi, l'autre jour, j'ai retrouvé mon bien que j'avais mis en location il y a 2 ans sur Ce ok, Loger. ok. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, mais ça a été mis par une agence locative dans le nord de Paris et qui avait repris la photo de mon bien tu vois, qui est loué. Voilà, donc ça, tu sens que ça sent des arnaques, hein. Enfin, que c'est des fausses annonces. Euh, donc, Le Bon Coin, ça suffit. Après, tu vas avoir tellement de volume, tellement de demandes qu'il faut faire un tri. Toi, tu vas être obligé de faire un tri. Je pense que ça doit être pareil, je pense, dans ton cas. Moi, typiquement, pour donner un exemple, tu vois, un studio que je remets en location, j'ai facilement une centaine de demandes. Donc, de gens qui sont intéressés, qui veulent les visiter. Et là où tu peux vite retomber les pieds sur terre, c'est que sur Le Bon Coin, après, les gens se rappellent plus de quel bien ils ont visité. Ils t'envoient des messages, tu vois, préformatés par Le Bon Coin. Donc, moi, ce que je fais maintenant pour faire un peu de tri, parce que quand tu as 100 demandes, tu vas pas t'amuser à faire 100 visites. Systématiquement, dans l'annonce que moi je rédige, je demande à la personne de se présenter, de dire mais pourquoi elle veut mon logement plutôt qu'un autre, de demander si elle a quelles sont ses garanties qu'elle me propose derrière. Je lui demande aussi est-ce qu'elle va travailler loin de mon logement ou si elle est étudiante, est-ce que son école elle va être loin ou pas. Ça permet déjà d'avoir des premiers éléments et la personne qui est motivée, elle va faire une sorte de mini motivation, l'aide de motivation. C'est pas genre je clique sur le bouton de Le Bon Coin, le message il est prêt à être envoyé et je bombarde en fait toutes les annonces qui m'intéressent dans un département. Ouais. Il y avait, si on revient sur les montants des loyers, parce que quand on se pose la question de à combien on peut louer son appartement, je crois que tu le fais avec Monsieur Hugo. J'ai le souvenir de ça quand je fais mes baux là, de location avec Monsieur Hugo. Parce qu'il y a plusieurs règles quand même à respecter. Une des règles à respecter, ça va être ton loyer. Donc, par exemple, là, pour ceux qui sont en visuel, on a un appartement de 30 mètres carrés à peu près dans le 15e à 1500 euros, charges comprises par mois. Bon, dans le loyer majoré, dans le 15e, c'est donc plafonnement des loyers, c'est 32,5 euros du mètre carré. Ici, bon, on doit retraiter quand même les charges, parce que là, c'est charges comprises, mais on est à ici du 50 euros du mètre carré. Donc, même si on retraite les charges, on est au-dessus du plafonnement du loyer. Mhm. Quand tu as des cas comme ça, est-ce que tu as des astuces déjà? Parce que,
bon, tu as le plafonnement des loyers. Quelles sont les astuces pour que. Est-ce que. Alors, déjà, normalement, tu n'as pas le droit de le faire. Mais Alors, ouais, oui, tu as pas le droit parce que, donc, tu sais, c'est les fameuses amendes que je te parlais là, que tu peux te payer derrière. Il suffit que le locataire, en fait, porte plainte, hein, et derrière, tu peux avoir des amendes administratives. Donc, dans les villes où le loyer est plafonné, de toute façon, il faut aller sur le site du gouvernement. Tu rentres ton code postal et directement, on te dit si tu es en zone tendue, pas en zone tendue, si tu es en zone plafonnée ou pas. Ensuite, par rapport à ça, donc là, bon, tu prends l'exemple de Paris, oui, il faut respecter un loyer, un prix maximal pour ton loyer, donc qui est un prix par rapport au nombre de mètres carrés. Donc, tu ne peux pas être au-dessus. Si tu es au-dessus, bah là, tu te payes voilà, des amendes. Donc là, tu vois, tu n'as qu'à le faire. Donc là, en visuel, là, tu te mets sur un deux pièces meublé dans le 15e. Et tu vois le site internet de la ville en question. Donc là, c'était sur Paris, mais tu as la même chose pour Bordeaux, pour Toulouse, tu as toutes les villes du 93, tu as Lille. Enfin, normalement, chaque ville qui demande à plafonner le loyer, elle est obligée de te mettre à disposition un site internet dans lequel, en fonction de ta rue, en fonction de ton quartier, elle va te donner le prix max. Donc là, ici, bah, tu as mis le 14e arrondissement, le prix maximum est de 35 euros, 36 euros au mètre carré. Donc ça, tu peux pas le dépasser. Donc si tu fais une annonce avec un prix, comme on l'a vu, à 50 euros le mètre carré, bah déjà, tu es hors la loi. Enfin, tu peux le tenter, mais après, si tu te fais prendre, un, risque d'avoir une amende, et deux, le locataire va te demander de baisser ton loyer, et il va aussi te demander que tu lui rembourses en fait le trop perçu. Donc clairement, tu vois, si tu perçois 1000 euros alors que normalement tu as dû être à 900 euros, bah, il va te demander 100 euros de remboursement pendant les 6 derniers mois. Donc ça peut vite un peu casse-pied. Et comment. après, les Ouais, petites techniques pour pouvoir mettre un loyer au-dessus bah, voilà, Bruno. de ce que demande Merci. la réglementation. Ah, Donc comment on ça, fait? tu peux le faire, mais il faut couper ton loyer en deux. Donc tu mets le premier loyer max, donc là on est à 36 euros le mètre carré, tu multiplies par ta surface. Donc ça, c'est ce que tu écris dans le bail de location pour pas dépasser cette limite. Et ensuite, à côté, tu viens écrire un complément de loyer. Un complément de loyer de 100, 150 euros en fonction de toi, ce que tu estimes être bien. Et ce complément de loyer, ça doit être formalisé clairement dans le bail. Ça doit être écrit que c'est un complément de loyer. Tu dois le justifier. Donc ça aussi, il faut que tu l'écrives. Enfin, il faut que ça soit vraiment écrit dans le bail. Et après, la législation n'impose pas vraiment de règles pour te dire comment tu dois le justifier. Ça reste un peu subjectif, c'est-à-dire il faut que tu aies des arguments recevables. Donc ça peut être parce que, je ne sais pas, tu as une terrasse, parce que tu as un balcon plus grand, parce que tu as une cave que tu mets en plus à disposition, parce que tu as de l'électroménager tout neuf ou dernier cri, parce que tu as une clim. En fait, il faut que tu aies des éléments différenciants qui te permettent de te démarquer d'un logement traditionnel. Et suite à ça, grâce à tout ça, ou parce que tu as une vue, tu vois, tu as une vue dégagée ou sur un tel monument historique ou autre, ou sur un parc. Enfin, en gros, c'est à toi de marketer proprement ton bien. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, ouais, c'est toi le patron de l'entreprise. Ton bien, c'est ton produit. Et donc, bah, comme il faut le vendre, il faut le marketer, il faut trouver les bons arguments, il faut trouver les bons bénéfices. Donc ça, c'est à toi de le mettre. Et ça, c'est ce que tu mets dans le complément de loyer. Et ça, ça doit être écrit noir sur blanc dans le bail de location. Donc ça, J'ai une c'est des question. choses Ouais. que tu dois faire si tu veux dépasser par exemple, le loyer qui est autorisé là dans l'exemple que tu as pris sur Paris. Tu vois, par exemple, ouais, alors jusqu'où on peut aller? Tu vois, par exemple, Bah, dans le loyer, dans le complément de loyer, ouais. bah, je dirais il faut que le loyer total, donc le loyer que tu mets plus ton complément de loyer, il reste dans les prix du marché. Parce qu'après, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Si tu mets un loyer de 1500 euros, alors que globalement, le prix des loyers moyens constatés dans ta ville ou même dans ton quartier pour un deux pièces, c'est 1200 euros par exemple, et que tu as un loyer 1500 euros, bah, tu risques de ne pas le louer. Ou alors tu risques de toucher, tu vois, des populations qui vont pas être fidèles, c'est-à-dire toucher des personnes qui vont te le prendre pendant quelques mois.
Ils vont pas te le dire. Ils vont dire, oui, moi, je prends ton appartement pendant un an en meublé. Et puis finalement, au bout de 6 mois, ils vont te résilier le bail parce que ils disent, ah bah non, finalement, moi, c'était juste pendant une durée très courte. Donc, tu peux te mettre dans une situation où tu risques de ne pas fidéliser ton locataire, donc ton client, parce que consciemment, tu auras mis un prix trop élevé. Donc, je pense tu peux te positionner dans la fourchette haute des loyers. Donc, ça, tu fais un petit bench sur Se Loger, Le Bon Coin, tu regardes toutes les annonces de location pour du 2 pièces en meublé, c'est quoi les prix, et tu te mets dans une fourchette un peu haute, voilà, plus haute. Voilà. Euh, voilà, je pense qu'il faut le faire par rapport à l'offre et la demande. euh, Parce qu'au-dessus, tu risques d'avoir pas forcément les bons types de clientèle que tu espères, quoi. Tu vois, là, par exemple, on est sur. Là, je me balade en même temps sur ce loger. On est sur un 47 mètres carrés à 3 457 € charges comprises par mois. Là, tu pètes le truc. Après, bon, là, ils te mettent. Euh, bon, ils disent qu'il y a du design. Enfin, je me demande. Donc, OK. Donc, tu peux mettre à peu près ce que tu veux en complément de loyer. Donc Donc, voilà, par il exemple, faut que ça soit justifié et argumenté dans le bail. Mais voilà, après, il faut que quand même que ton bien reste cohérent par rapport par rapport au marché locatif, hein. Sinon, tu vas pas louer ou tu vas louer pour des périodes très courtes ou des gens qui sont dans le besoin à un instant T et qui vont se mettre à chercher un autre logement juste après avoir emménagé dans le tien parce qu'ils cherchent quelque chose de moins cher. Donc, tu risques d'avoir peut-être un turnover plus important avec des loyers trop importants. Euh, voilà. Et pareil, il faut que ton bien soit refait, qu'il soit propre, nickel, bien décoré, avec du bon électroménager, si tu veux tirer les prix vers le haut aussi. Et si j'ai bien, envie. voilà, et bien isolé. Voilà. Donc, toutes les questions d'isolation et d'énergétique, ça, c'est contrôlé au niveau, dans l'annonce, puisqu'on te demande dans l'annonce de préciser, en fait, c'est quoi la classe énergétique pour ton bien. Donc là, tu es censé avoir fait des diagnostics énergétiques en amont. Euh, donc là, tu as juste à le renseigner sur le site, parce que c'est une obligation légale. Le loyer reste un peu dans les clous, c'est quand même mieux. Tu peux te mettre sur une valeur haute. Et après, une fois que tu as fait tout ça, bah, voilà, il va falloir enchaîner les visites. Euh, Avant, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une visite par locataire, enfin par candidat. Avant qu'on Euh, se lance là-dessus, Bruno, si tu es d'accord, parce qu'il y a des trucs que je trouve intéressants, ouais, d'ailleurs, qui vont avec. Donc là, tu as ton loyer, disons, hors charge. Donc tu dis, OK, tu mets 1 828 € de loyer hors charge. Après, tu peux mettre qu'est-ce que tu comprends dans les charges et arriver à ton loyer charges comprises. Donc là, tu peux ouais. dire, en fonction de là où c'est, il y a potentiellement le chauffage qui est compris dans les charges, etc. Il y a peut-être l'eau, ça dépend de la résidence. Et après, qu'est-ce que tu peux mettre d'autre? Tu vois, par exemple, bah, je te dirais moi les cas que j'ai. Est-ce que j'ai le droit de mettre des charges qui sont, par exemple, de faire passer chaque mois une personne dans l'appartement, un technicien qui va vérifier que les joints sont bien faits, etc. Est-ce que ça, je peux le mettre? Comment est-ce que tu es au courant de ce truc-là? Ou comment ça fonctionne? Alors oui, donc je pense que dans ton cas, il faudra plutôt être sur un forfait de charge que sur des provisions. Pour rappel, dans les charges locatives, tu as deux modèles, soit en Mhm. provision au réel, c'est-à-dire que tu vas devoir, si tu es en provision, le locataire va te payer les charges qu'il va consommer réellement, parce que tu feras une régule de charge à la fin de l'année. Si tu mets en place un forfait de charge, il n'y a pas de régule et c'est à toi d'estimer le bon montant. Et dans ce forfait de charge, tu peux inclure des prestations autres comme l'abonnement Internet, comme tu peux prendre à ta charge la femme de ménage, comme toutes les prestations que tu veux, en fait, tu peux les inclure dans ce forfait de charge. C'est un package, c'est une prestation de service que tu mets à disposition de ton locataire. Donc ça, oui, tu peux mettre une femme de ménage qui vient toutes les semaines ou tous les mois, voilà, faire le ménage ou faire ce que toi, tu auras défini en amont. Donc ça, tu fais passer ça dans ton forfait de charge. Ce que tu ne peux pas faire en provision de charge, puisque en provision de charge, tu ne peux mettre que les charges qui sont autorisées par la réglementation. Donc, typiquement, tu pourras jamais mettre dans des provisions pour charge l'abonnement Internet, parce que ça, c'est pas des charges qui sont récupérables sur le locataire. Après, tu peux, par exemple, si tu choisis une provision pour charge, tu peux ce qu'on appelle définir des autres frais. Donc ça, les autres frais, ça peut être un abonnement Internet, par exemple. Mais ça, il faut le préciser
De cette façon-là, dans le bail de location, j'ai des charges au format de provision pour charge d'un montant de 100 euros. À côté, j'ai des autres frais pour un montant de 50 euros. Ça fonctionne comme ça. Ou alors tu passes dans l'option 2 qui est un forfait de charge et qui t'englobe tes 150 euros par mois où tu mets tout. Mais ça, sachant que ce forfait de charge, tu ne pourras pas le régulariser à la fin de l'année. Donc si tu es un locataire, je sais pas, qui met le chauffage à fond toute l'année ou qui prend des douches tous les jours, tu vas avoir une surconsommation, bah, tu vois, à la fois énergétique et en termes de consommation d'eau, bah, tu ne pourras pas aller lui demander de régulariser ce forfait parce que tu n'auras pas le droit. Ce que tu peux faire, par exemple, en provision de charge. Par contre, tu peux, toi, changer en fin d'année, tu peux changer ton forfait de charge. Non, tu peux pas changer un forfait de charge, tu peux le réviser à la hausse, mais la révision de ton forfait de charge, déjà, ça doit être écrit dans ton contrat de location. Donc, je te recommande d'utiliser notre application Monsieur Hugo qui prévoit toutes ces options-là. Donc, si tu as bien mis la clause dans ton bail qui te permet de réviser le forfait de charge, oui, tu peux le réviser. Et tu vas le réviser à comment, enfin, à quel taux, en utilisant le même indice que la révision du loyer. Donc, c'est l'indice IRL. Donc, l'indice que tu vois chaque année, enfin, tous les trimestres, il est modifié, mais en gros, tu pourras te baser et t'appuyer là-dessus. Ça, c'est la seule possibilité pour réviser. Tu peux pas le changer et mettre le montant que tu veux tous les ans, hein. Après, c'est figé, donc c'est pour ça qu'il faut pas se tromper. Il faut avoir un petit peu d'expérience là-dessus sur le forfait de charge. Te dire, voilà, historiquement, je sais que j'en ai à peu près pour une centaine d'euros tous les mois. Voire tu peux le surestimer de 10% pour être peut-être pour prendre un peu de marge. Et après, la seule chose que tu pourras faire, c'est de l'augmenter au même taux que l'IRL chaque année, quoi. Autre élément, entre deux locations, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Sur le loyer, ah oui, Sur le alors loyer, ouais. ouais, sur le loyer, effectivement, si on prend le cas les plus complexes, c'est t'es un logement en zone tendue ou un logement en zone plafonnée, tu peux pas changer le loyer comme tu veux lors d'une remise en location. Pourquoi? Parce que pareil, ça c'est réglementé par la loi avec les lois Allure et Aidant, donc tu dois déjà vérifier de quand date la dernière augmentation de loyer que tu as faite. Normalement, c'est tous les 12 mois minimum. Après, si tu fais des travaux, par exemple, si, il y a quand même des cas particuliers, C'est maximum, hein. Tu peux pas réévaluer plus que tous les 12 mois. ouais, tu es obligé d'attendre 12 mois minimum. De toute façon, pour réviser ton loyer, Oui, tu peux c'est pas le ça. faire, Voilà. tu peux pas le faire en dessous. Après, si tu as fait des travaux, par exemple, dans ton appartement, parce que je sais pas, t'as refait une mise aux normes ou tu l'as remis au propre, en fonction du montant des travaux et en fonction de la date à laquelle tu as fait des travaux, ça va te permettre de pouvoir augmenter le loyer, d'avoir plus de marge de liberté pour augmenter le loyer. Mais ça, pareil, c'est encadré par la loi. Donc nous, l'application qu'on a fait aujourd'hui avec Monsieur Hugo, bah, tu vois, tu rentres par exemple le montant des travaux, tu mets la dernière date de révision du loyer, tu mets la durée des travaux, et automatiquement, ça va te calculer le montant du nouveau loyer potentiel. Là, je ne peux pas te le faire de tête parce que ça, nous, c'est des algorithmes qu'on a intégrés. Et en fait, il suffit juste si tu veux vraiment rentrer dans l'état, il faut éplucher la loi Allure et la loi Elan. Et là, c'est des textes de loi qui vont te dire, voilà, les conditions. Si tu remplis telle ou telle ou telle condition, à ce moment-là, tu peux augmenter ton loyer de telle ou telle façon. Donc oui, globalement, si tu fais pas de travaux, pour faire simple, tu vas pas pouvoir augmenter le loyer comme tu veux. Après, si t'es ta première mise en location, là, tu peux fixer ton loyer euh, comme tu le souhaites si tu restes bien sûr dans les règles de la réglementation, par exemple si tu es en zone plafonnée ou pas. Voilà, donc le premier loyer est important. C'est comme ton premier salaire. Tu vois, tu as ton premier poste, bah, ton premier salaire, si demain tu changes de poste, bah, on va regarder quel était ton dernier salaire et tu peux négocier quelque chose, mais tu vas pas pouvoir faire un gap phénoménal, quoi. Dernier tips, j'ai envie de louer à n'importe quel prix, j'ai pas envie de m'embêter avec les DPE. Est-ce que est-ce que tu peux nous parler du bail civil?
Alors oui, là, tout ce qu'on dit, effectivement, c'est lorsque tu loues avec un bail à usage d'habitation euh, qui est encadré par la réglementation, par la loi Livre et par la loi Elan. Euh, et globalement, c'est 80, peut-être plus de 90% des propriétaires qui passent par un bail d'habitation standard, classique, qui est encadré par la loi. Après, tu peux partir sur d'autres types de contrats qui te permettent d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Euh, mais en l'occurrence, pour l'investisseur lambda, le bail d'habitation, c'est celui qui est le plus recommandé. Après, il y a certes un encadrement, mais c'est normal. Enfin, le bailleur est encadré, le locataire aussi est encadré. Moi, tous les contrats que je fais sont des contrats d'habitation, enfin, sont des baux classiques à usage d'habitation, et ils suivent tous la même réglementation. T'as une niche, Bruno. T'as une niche sur le bail civil. Alors, le seul truc, c'est que je pense que ça va sauter là dans 3 à 5 ans, tu vois, comme le LMNP. Mais là, aujourd'hui, tu as une méga niche sur le bail civil. Là, bah, je ne sais pas si toi tu l'as prévu, mais là, tu feras un méga buzz bail civil. Bon, après, les cas d'utilisation sont assez contraints. Tu as creusé le sujet ou j'en parle un peu du bail civil? Non, nous aujourd'hui, on ne le propose pas parce que la très grosse majorité des bailleurs aujourd'hui font de la location avec un bail classique, tu vois, un bail. Ouais. Voilà, donc c'est. Après, le bail civil, oui, de temps en temps, on a des demandes, tout comme le bail commercial ou enfin, ou la location saisonnière. Mais aujourd'hui, nous, on se concentre sur Oui, le gros du marché qui est le bail d'habitation exactement. classique, quoi. Alors après, dans certains cas, donc il y a certaines conditions pour que vous puissiez faire un bail civil, mais le bail civil, ça vous permet de sortir de l'encadrement des loyers, pas d'enjeu de DPE. Par contre, vous avez des contraintes à qui vous louez le bien. Donc, à une personne classique, vous ne pouvez pas faire un bail civil, il faut que ce soit une entreprise. Mm. Faut que ce soit une entreprise dans des cas particuliers d'entreprise. Bah, j'en ferai peut-être. Je vais essayer de faire un épisode un peu hack by civil pour ceux qui sont dans des zones euh, où ils ont la possibilité de faire ça. Je pense que c'est vraiment pas mal en vrai. Par exemple, Ouais, si. ouais, non, Ouais, Voilà, après, ça reste comme un truc de niche. ouais, Mais voilà, après, tu vois, moi, dans ceux qui font la location saisonnière, moi, j'en ai eu fait là, aussi cet été. C'est de plus en plus encadré. Ça devient ultra compliqué de faire la location saisonnière parce que, avec les mairies qui demandent tout un tas de justificatifs, etc. Donc là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais passé en bail mobilité. Donc, tu vois, à chaque fois, tu as le tronc commun, tu as l'autoroute qui te met tout un tas de contraintes, mais finalement, tu peux, dans certains cas, trouver des astuces. Tu vois, en bail mobilité, bon, pareil, la contrainte, c'est de louer minimum un mois. Mais tu sors un peu de la réglementation de la location saisonnière. Là, bon, là, je fais le parallèle avec le saisonnier. Là, on vient de le faire avec la location à usage d'habitation entre le bail traditionnel et le bail civil. Mais donc, effectivement, tu peux, dans certains cas, effectivement, prendre des bifurcations, mais tu as quand même aussi des contraintes. Enfin, ouais. T'as des contraintes. Je voulais juste dire pour les personnes effectivement bail mobilité, donc minimum un mois. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez louer sur Airbnb du coup, mais il faut que ça fasse un mois minimum. Et du coup, là, vous pouvez dépasser les contraintes d'Airbnb dans les villes. Toi, tu l'as fait dans quelle ville, toi, du coup, c'était Paris? Non, c'était. Dans les Hauts-de-Seine, toi, dans les Hauts-de-Seine, enfin, vraiment dans toutes les grandes villes, maintenant, t'as des contraintes sur il faut transformer l'usage de ton bien, il faut mettre en place un système de compensation pour justifier. En gros, il est obligé d'avoir un autre appartement à côté avec lequel tu fais la location traditionnelle pour dire voilà, je fais du saisonnier, mais aussi je permets à d'autres personnes d'habiter comme il faut. Après, tu as la taxe de séjour que tu as en location saisonnière, ça te coûte enfin, ça coûte une blinde, quoi. Alors qu'en bail mobilité, tu n'as pas de taxe de séjour. Voilà, donc voilà, après, tu dois le faire pendant un mois, donc c'est un autre style de location saisonnière. Mais voilà, on peut le faire, on peut le faire voilà, si ça correspond. Moi, je l'ai fait juste un mois. Après, j'ai arrêté parce que ça m'avait un peu gavé de gérer des voyageurs. Enfin, là, j'en ai pas eu beaucoup, mais le peu que j'ai eu, un peu dégueulassé le bien et c'était pas Yes. top.
ils sont crus à l'hôtel. Voilà, mais effectivement, euh, euh, passer par la mobilité, ça peut être une porte de sortie par rapport aux contraintes sur la location saisonnière, ce que t'impose Airbnb, quoi. Enfin, Airbnb ou d'autres plateformes de saisonnières, quoi. Ouais, donc ça c'est top, c'était c'est beau là. Donc là, on revient. Donc ok, donc là on est au taquet. Donc sur son annonce, le plus important, faire des super belles photos. Une fois qu'il y a les photos, c'est possible de un peu les éditer sur des outils type Canva ou des outils un peu d'IA pour faire un peu plus de couleurs, que ce soit un peu plus sympa. Mais attention, parce qu'on va venir à ce qu'on fait juste derrière. Quand on fait, en fait, on va faire venir du chaland, c'est bien, sauf que si vous avez trop de déception par rapport à ce que vous proposez, vous allez avoir énormément de déception des gens qui vont se déplacer. Donc attention, là où vous mettez, en fait, le moment où les gens vont être un petit peu déçus, vous mettrez votre annonce en ligne, vous demandez effectivement aux personnes qui postulent un minimum en fait, qu'elles se présentent un minimum. Potentiellement, il y a même, donc là, elles se présentent un minimum, vous voyez si ça fonctionne. Et là, c'est là où tu allais venir, Bruno, parce qu'on fait la même chose aujourd'hui. Alors, ça dépend si on sous-traite la partie créer son annonce avec les photos, etc. On peut sous-traiter la partie photo potentiellement, mais si vous prenez les photos qui sont sympas, c'est bien. Pensez à bien faire le ménage, vous pouvez faire vous-même ou la mise en place, ça peut être bien. Pensez que de temps en temps, il faut juste rechanger deux, trois trucs dans votre appart pour que ce soit mieux et que vous puissiez bien louer. Donc, même si vous louez des appartements de temps en temps en location nue, longue durée, profitez que l'ancien locataire soit dedans pour prendre des photos avec des meubles s'ils sont jolis, pour leur dire, bah voilà à quoi ça peut ressembler à la fin. Mais au moins, faites quelque chose pour que la personne se dise, tiens, c'est sympa. Et surtout, mettez des ambiances dans les appartes. Basez-vous sur du Airbnb. Il faut que ça ressemble à ça. Des lampes, ça joue beaucoup. Un photographe potentiellement. Si vous êtes sur des appartes qui ont des gros loyers, comme à Paris, vous pouvez prendre des gens qui font ça pour vous, qui peuvent vous mettre en place l'appart, etc. Ça peut valoir le coup de faire un petit invest à ce moment-là, comme tout ce qui est home staging. Et après, on passe du coup. Donc, les gens vous répondent. Donc, effectivement, comme ce que tu disais, Bono, moi, si je mets une annonce pour un de mes apparts à Paris, j'ai, je sais pas, 100, ouais, entre 100 et 200 réponses par heure. C'est énorme en ce moment. C'est hallucinant. Dans d'autres endroits, c'est moins quand même. Et là, nous, on fait la même chose. On regroupe les visites sur un même créneau. Et là, ce qui est pas mal alors, avant, moi, ce que je faisais, c'est. Donc, je prévois une heure et je fais venir les gens. Alors, ça dépend ce que je loue. Mais je fais venir les. Alors, quand c'est des colocs, je fais venir les gens pour qu'ils soient 4 à 4 à chaque fois. Comme ça, je fais des visites de 4 à 4. Et généralement, il y Mhm. a toujours des. Et après, en fait, c'est ce que tu prévois, tu sais, c'est ce que tu te dis que tu vas faire. En réalité, il y a des gens qui sont à la bourre, il y a des gens qui sont à l'avant, je sais pas quoi. Donc, en fait, moi, je respecte pas trop les créneaux. Tu vois, je suis là, je les fais venir à l'appel, puis je les fais sortir comme ça. Tu sais, crée une petite ambiance, genre, tu sais, les gens, ils ont entre eux, tu vois, conversation sur l'appart Ah, et moi tout. aussi, je leur donne un créneau. Je leur dis, c'est de 18h à 19h30 et tu viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux, là, c'est porte ouverte. En fait, c'est les portes ouvertes. C'est quand tu donnes des horaires, en fait, les gens, ils sont en retard, ils sont en avance, ils viennent, Ah, enfin, ils ils t'appellent pour annulent. dire qu'ils vont avoir des retards. Donc, je dis pas de souci, c'est les portes ouvertes, tu viens de 18h à 19h30, les gens, ils viennent. Donc, des fois, il peut y avoir un peu plus d'affluence que d'autres, mais comme ça, il n'y a pas de prise de tête sur le rendez-vous. Après, si tu veux un peu structurer le truc, bah, tu fais des créneaux, tu fais de alors pour un studio, 20 minutes, ça suffit largement. Tu te fais des créneaux de 20 minutes. Et puis derrière, bah, les gens viennent, voilà, visitent, te posent des questions. Et puis ça te permet aussi, toi, de voir. Je pense que c'est important de voir aussi les locataires, de voir comment ils se comportent. Même si c'est un peu casse-pied, hein, tu vois, faire les visites, ça prend du temps. Euh, c'est pas forcément, il faut être disponible. Mais je trouve que c'est intéressant de le faire pour bah, voir toi, à qui tu vas louer potentiellement pendant 1 an ou 3 ans ou des années. C'est bien de voir ton client, de voir un peu les questions qu'il te pose, de discuter avec lui. Toi, tu as aussi ce contact humain parce que c'est pas on n'est pas sur de la SCPI, quoi. Tu vois, c'est des humains, c'est des locataires. Donc, c'est bien de discuter, de voir un peu comment ils se comportent. T'es prêt, Toi, Bruno? On se fait une petite hein? simulation. J'ai envie de savoir comment toi, tu sélectionnes tes locataires. T'es prêt ou pas? Moi, je suis un Vas-y. locataire. Ah si, moi, je te le fais dans l'autre sens, hein. Alors, moi, je suis un locataire, donc je viens. Donc, c'est un appart 2 pièces dans Paris, là. Ouais. Et du coup, j'arrive. Comment tu vérifies que je suis un mec honnête, hein, tu vois, donc, moi, j'arrive. Salut, bah, bonjour, bonjour Bruno. Bonjour. Bah écoute, déjà la façon dont tu te présentes, toi, si t'es propre sur toi, si t'es poli, si, imaginons qu'on avait fixé un rendez-vous à 18h, bah, que tu te pointes en retard, bah voilà, que tu t'excuses un minimum. Après, une fois que tu arrives dans l'appartement, bah, généralement, la personne, je lui laisse un peu visiter, toi, un peu parce que surtout dans des petites surfaces, le tour, il est vite fait.
après, je questionne la personne pour savoir, Vas-y, bah, est-ce qu'elle demande-moi connaît le déjà. quartier? Est-ce que je connais le quartier? Où est-ce que tu travailles? Où est-ce Alors que moi, tu... je travaille donc là, on est dans le 14e et moi, je te dis, OK, je travaille à République. Ok. En fait, moi, ce que je vais analyser derrière, c'est le temps, le temps de déplacement entre le logement, mon logement, et ton lieu de travail ou alors où est-ce que là tu fais les études. Parce que j'estime que si tu passes trop de temps, tu vas passer trop de temps, ça va vite te gaver et tu vas vouloir changer d'appart. Et du Après, coup, ça peut être aussi intéressant de sonder les... Si tu as des étudiants, par imaginons que tu sois étudiant, mais monsieur, euh, quand grêle, monsieur, mais vous inquiétez pas, moi avant, je faisais 2 heures de déplacement pour aller à mon travail. Et là, aujourd'hui, c'est 40, c'est 1 heure, c'est 1 heure. Donc avant, je faisais 2 heures tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de réponse? bah, écoute, après, moi, de toute façon, je poserai les mêmes questions à tous les autres locataires. Donc, tu vois, entre un locataire qui va me dire, ouais, moi, j'ai 20 minutes de transport et l'autre qui va me dire, j'ai 1 heure de transport ou 1 heure et demie, bah, potentiellement, celui qui a moins de transport à faire, peut-être qu'il va rester plus longtemps parce que, tu vois, les transports, ça saoule un peu tout le monde. Mais bon, il n'y Mhm. a pas que ça, il n'y a pas que ce critère-là. Mais en tout cas, tu vois, j'en tiens un peu compte. Après, si tu es un étudiant, bah, je vais me dire, j'aurais peut-être plutôt de préférence prendre l'étudiant qui rentre en première année que celui qui est en dernière année. Parce qu'il va rester, voilà, si l'école a fait 3 ans, ouais, potentiellement, il va rester là pendant 3 ans. Alors que l'autre, au bout de la troisième année, c'est fini, il va trouver un stage, il va s'en aller travailler ailleurs. Après, c'est les questions que tu vas me poser. Typiquement, les questions qui sont rédhibitoires et que j'ai déjà eues, c'est ah bah monsieur, là, votre lit, il est un peu petit, hein. Est-ce que je peux changer le lit et mettre un king size? Bon, bah écoute, non, tu prends le truc, c'est comme ça, c'est prêt à utiliser, c'est du meublé, quoi. Sinon, tu vas te prendre une location nue. Euh, C'est drôle de mettre des tableaux? des... Des tableaux? Je peux mettre des tableaux? Je peux... Alors, les tableaux, oui, tu peux mettre les tableaux. Après, il faut que tu remettes en l'état le logement dans lequel tu l'as trouvé. Moi, j'ai déjà eu des locataires qui m'ont dit, ouais, la peinture, là, j'aimerais bien changer ou la refaire. Ok, mais tu sais que tu vas devoir la remettre. Voilà, donc les gens qui commencent à me dire, ouais, j'ai envie de modifier l'appart, tu vois, déjà, ça me gave un peu parce que je me dis, ils vont pas forcément le remettre dans le même état ou ils vont pas le faire comme moi, j'aurais aimé qu'ils le fassent. Mhm, Déjà, tu prends pas des bons points. mhm. Euh, Ceux qui veulent arriver avec leurs propres meubles, ouais, j'ai mon canapé, j'ai ci, j'ai ça, j'ai même ma gazinière. On m'a dit, ouais, j'ai ma gazinière, je peux la ramener parce que moi, j'adore cuisiner. Et puis là, ce que vous avez mis, c'est pas assez pour moi. Bon, je dis ouais, mais tu vas en faire quoi des meubles? Les meubles que j'ai moi dans le logement, c'est à toi de les stocker. Après, ils me disent, mais vous avez une cave pour les stocker? Non, désolé, il n'y a pas de cave ici. Voilà, donc c'est à toi de t'organiser. Mais tu vois, plus tu te rajoutes plus moi, ça va me rajouter des contraintes et moi, je serais potentiellement susceptible de te louer. Après, j'ai regardé aussi les garants. Tu vois, est-ce que tu as des garants ou pas? Généralement, quand tu es étudiant, généralement, tu proposes tes parents en termes de garant physique. Après, si tu n'en as pas, bah, je peux regarder, voilà, est-ce que vous avez une garantie visale ou pas? Est-ce que vous avez des garants physiques ou pas? Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Après, tu as ton revenu aussi, forcément, que j'ai regardé. T'appliques des règles ou pas? Parce que tu vois, là aujourd'hui, les règles d'usage, tu sais, les 3 fois le montant du loyer, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, non, mais ça, c'est les règles que tu as en agence et qui, dans la vraie vie, ne marchent pas vraiment parce que, en plus, tu te mets dans les grandes villes, les loyers sont très chers et pour que la personne arrive à gagner 3 fois le montant du loyer, ça devient de plus en plus difficile. Donc, et en plus, ce truc-là, tu l'as uniquement parce que derrière, les agences te poussent des garanties loyers impayés. Et Mm. donc, les garanties loyers impayés, bah, ils ont des ratios à x3. Donc, voilà, donc ça, c'est pour ça que tu as cette demande-là aujourd'hui. Moi, à la limite, ça, je n'applique pas à titre perso ce ratio. Parce que j'estime que c'est parce que tu gagnes 10 fois le montant du loyer que tu vas être un meilleur locataire. Au contraire, j'estime que si tu gagnes moins, même si la personne qui gagne 2 fois le loyer, ça se trouve être un meilleur locataire que la personne qui va gagner 10 fois parce qu'elle va être plus attentionnée, parce qu'elle va tout faire pour rester dans le logement, parce que c'est compliqué de se loger, donc elle va pas elle va essayer de rester dans le logement. Elle sait qu'elle va avoir un peu des difficultés pour trouver quelque chose ailleurs, donc elle va essayer de rester dans les clous. Donc le montant du Ouais. loyer, moi, je n'ai pas vraiment de ratio. Parce que, moi, je prends pas de garantie loyer impayé, donc je subis pas, si tu veux, les règles des assureurs qui te disent,
ah, mais il faut un locataire qui, oui, avec un ratio de 3. Donc, ce qui veut dire que j'ai plus de marge de manœuvre, moi, pour choisir le locataire que j'ai envie. Donc, j'essaye de prendre, quand je peux, plutôt des étudiants ou des jeunes actifs. Pourquoi des étudiants? Parce que bah, je sais qu'ils vont être là pendant plusieurs années. Je sais qu'il y a généralement derrière, il y a les parents qui sont là et qui vont payer le loyer, qui payent le loyer. Généralement, les parents sont deux, donc tu as potentiellement des revenus plus élevés par rapport à si tu loues à une seule personne. Là, tu te reposes que sur les revenus de la seule personne. Euh, et après, je regarde le nombre de personnes. Tu vois, un studio, c'est pour une personne. La personne me dit, ah oui, mais on est potentiellement deux, voire peut-être plus. Je dis, non, là, on est sur un. La surface, c'est plus pour adapté pour une personne. Donc, ça va être compliqué si vous voulez commencer. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui avaient des candidats qui étaient trois, donc en couple, plus un enfant. Tu vois, dans des studios, c'est compliqué. Enfin, ça peut pas être viable, quoi. Donc, je regarde aussi potentiellement le nombre de personnes. Après, je peux regarder aussi s'ils ont des animaux, s'ils sont fumeurs ou pas fumeurs. Euh, Après, tu vois, tu le vois très vite, hein. Si la personne est dehors en train de t'attendre, en train de fumer une cigare, bon, tu dis, ok, elle est en train de fumer, j'ai pas forcément envie que ça vienne. Ne vous Euh, inquiétez pas, moi je fume à chaque fois à l'extérieur. Bah, ok, très bien, mais après, on sait comment ça se passe, hein. Tu peux fumer à la fenêtre, tu peux fumer dedans. Enfin, après, tu vois, quand tu as beaucoup de locataires, je sais pas, même, allez, une quinzaine de personnes. euh, Tu es obligé d'en choisir une. Tu Ouais, ne peux ouais, pas ouais, donner ouais. le logement à tout le monde. Donc moi, je préfère prendre une personne, même si elle fume au balcon, une personne qui fume pas du tout. Comme ça, je suis sûr que, il n'y aura pas de risque de peinture jaunie ou autre. Personnes qui ont des animaux. Tu vois, il y en a qui ont des petits animaux de compagnie. Bon, bah ok, des chats, des chiens, c'est gentil, j'aime bien ça, mais tu vois, ça peut t'abîmer ton canapé ou autre. En fait, c'est tous ces éléments mis bout à bout qui potentiellement te permettent d'analyser, enfin, de choisir une personne. Ça, c'est pour ça que je pense que c'est bien de faire la visite par soi-même, parce que quand tu sous-traites ça à une agence immobilière, t'as pas ce feedback. Et ils vont te dire, ah, bah le dossier, il gagne 3 fois le montant du loyer. Ok. Et what else? Bon, bah non, mais ok, le dossier, il est là. Donc, moi, je regarde pour 50% dans mon choix de décision, c'est le ressenti, le feedback que j'ai pu avoir lors de la visite avec le candidat. Et après, les 50% restants, c'est l'analyse du dossier. Donc là, je vérifie que les pièces sont bonnes, qu'elles n'ont pas été falsifiées. Je regarde le loyer, je regarde enfin, tous les documents, faut que le document du locataire ou du candidat soit propre. Voilà, donc c'est toute l'analyse du dossier sur la partie euh, pièces justificatives que te remet le candidat. Et là-dessus, j'utilise Yes. Monsieur Hugo pour vérifier les dossiers parce que ça se fait Ouais. automatiquement. Donc ça, je me soulage. On parlait au tout début des comment te soulager de toutes ces contraintes un peu administratives. Donc moi, je continue à faire les visites parce que je suis à côté et puis j'essaye de les regrouper. Donc tu vois, tu te prends 1 heure et demie de ton temps. De l'analyse de dossier, je Réduction de souhaite. 3 heures, hein, parce qu'une heure aller, 1 heure et demie sur place, c'est 1 heure pour revenir, une Ouais, sans demi-journée. compter les temps de déplacement, le temps de Ouais. transport. Ouais. Et puis Mais une petite heure quand même pour sélectionner les mecs et leur dire de venir au bon endroit. Tu vois. les mecs qui te plantent et tout ça. Ouais. Alors oui, sur le Bon Coin, il y a beaucoup de gens qui viennent pas. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc pour Ouais. ça, faites du surbooking. Tu es sûr Ouais, que ouais. tu vas en avoir moins. Voilà, une analyse du dossier, voilà, moi je le dépose sur Monsieur Hugo et derrière c'est analysé via des algorithmes pour démasquer les faux dossiers et surtout pour contrôler les revenus par rapport sur des impôts, quoi. Ouais. En fait, le truc, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, c'est super. Tu as les gens qui viennent. Alors, les gens ne comprendront jamais, vous, votre vie, hein, et vous ne comprenez pas forcément la leur. Mais il y en a plein qui vont vous appeler en disant: «Ah, je suis en retard, mais peut-être que je peux visiter demain, peut-être que je peux visiter la semaine prochaine. Ah, je suis désolé, j'ai eu un problème de boulot.» Bon, ils commencent à vous raconter plein de trucs, mais bon, c'est pas forcément votre sujet, hein. Votre sujet, c'est de louer votre appart. Donc, il faut savoir que ceux-là, bon, bah, vous refaites potentiellement. Moi, je prévois assez souvent 2 créneaux, hein. Un premier créneau, puis si ça se loue, c'est super. Sinon, j'en fais un deuxième la semaine d'après et pas le même jour. Comme ça, les gens peuvent se relayer. Et après, effectivement, alors ce que je fais moi maintenant quand je gère moi-même mes biens, donc ils sont là, après ils me demandent les documents qu'ils doivent me fournir, et là je donne le lien du coup de Monsieur Hugo, où ils peuvent se créer un compte. Par contre, je truque un peu le système, c'est-à-dire que du coup je crée une visite, et là je leur demande de créer leur dossier pour venir faire la visite.
Parce que dans ce qui est fait sur Monsieur Hugo, donc on je dis, bah voilà, tu vas sur le site, j'aurais programmé une fausse visite demain, et là, tu pourras redéposer l'ensemble de ton dossier pour que tu mettes tes éléments. En fait, moi, je le fais comme ça, bizarrement, tu vois. Je fais venir les gens, et après, ils me racontent, je vois qui ils sont, etc. Attention aussi, il faut quand même se dire que les gens, surtout si vous avez des biens, alors peu importe votre DPE, disons que vous avez un superbe appart, c'est 1000 euros de loyer, ok, super, mais il est très hauteur sous plafond, 3 mètres. Euh, Vous avez un super DPE, mais en fait, vous savez très bien que le gaz, ça va lui coûter 250 euros d'électricité par mois, quoi. 200, 300 euros d'électricité par mois. S'il est déjà just sur le loyer, pensez bien, enfin, il faut que vous regardiez le revenu par rapport à toute charge comprise. Et en fait, enfin, vous projetez dans la vie de l'appartement. Même dans l'isolation, de temps en temps, vous avez déjà des bons DPE, mais en fait, vous vous rendez compte surtout dans ces appartements-là, de temps en temps, ça vaut le coup de refaire une couche de travaux supplémentaires d'isolation pour diminuer en fait finalement le coût du chauffage parce que les gens ne pourront pas vous louer. Parce qu'ils vont se dire, ah tiens, c'est super, ils vont louer superbe appart, mais ils ne se rendent pas compte. C'est comme les voitures. Vous achetez une voiture un peu sport et vous allez consommer un truc d'essence hallucinant. Donc, il faut Ouais. vraiment vérifier si derrière, ils seront enfin, s'ils ils vont pouvoir faire ça. C'est top. Donc là, ils ont le lien. Moi, je leur donne le lien là. Donc, une fois qu'il y a le lien, Ok. ils me remplissent leur dossier. Eh ben, ouais, j'aurais peut-être pu montrer ce truc-là. Une fois que le dossier est rempli, moi, je reçois du coup leur demande. Et là, toute la demande est complétée. Là, effectivement, on peut utiliser les outils de Monsieur Hugo pour valider. Alors moi, ça, généralement, je ne le fais pas. Pourquoi? Ben, parce que les derniers que j'ai fait, c'était sur des colocs. Donc, effectivement, sur les apparts plus longs, oui. Sur les colocs, généralement, je ne vérifie pas. La plupart du temps, c'est des étudiants. Donc, j'ai un rapport de stage. Enfin, c'est compliqué de vérifier, du coup. Bah, en fait, pour les étudiants, c'est quasiment Ouais, impossible. c'est les garants. C'est le dossier des garants que tu dois vérifier, quoi, quand tu as des Ouais, étudiants. tu vérifies le dossier des garants. Dossier des garants, donc après, là, il y a des enjeux parce qu'il y a la signature électronique. Donc là, il y a concrètement faire le bail. Ouais. Le, le bail tout seul, sans outil aujourd'hui, moi, je ne le ferai pas. Que ce soit Monsieur Hugo ou un autre, en gros, il faut quand même repartir sur quelque chose qui. Et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes qu'on a fait sur le bail, du coup, où on a bien redescendu le bail, toutes les critères, et on l'a fait avec Bruno, et c'est top. Prenez le temps d'écouter ces épisodes-là, au moins de le faire une fois, parce qu'il y a plein d'informations, et quand vous faites la majorité d'entre vous, je sais très bien comment ça va se passer, vous allez juste faire un bail vite fait et le faire signer au gars, et machin. Non, non, prenez le temps quand même de regarder toutes les conditions, et puis c'est pas mal comme de le faire avec des outils comme Monsieur Hugo, pour deux raisons. Être sûr que le bail, vous avez déjà un truc qui vous protège, et en plus pour faire la signature électronique bien programmée de toutes les personnes. Donc les uns après les autres pour que tout le monde signe avec bien les bonnes informations. Donc là, c'est bon. Le bail est signé. Alors ça, on peut le déléguer. Donc là, tu as lancé un nouveau produit que je veux tester là. On peut déléguer la visite là. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire pour des investisseurs qui sont à distance. Et nous, on côtoie beaucoup d'investisseurs et il y en a plein qui gèrent à distance leurs biens. Euh, donc, c'est toujours un peu casse-pied de se déplacer. On n'a pas le temps et ça prend du. Enfin, voilà, c'est des coûts aussi pour se déplacer. Donc, nous, ce qu'on a lancé là, il y a quelques mois, c'est un service de délégation des visites. C'est-à-dire qu'on a plus de 750 agents professionnels répartis sur toute la France bah, qui sont là pour faire visiter le bien. Donc concrètement, c'est assez facile. Tu choisis ton créneau. Donc par exemple, je veux que ça soit lundi prochain de 18h à 20h. Tu bookes le créneau. Une fois que le créneau il est booké, tu as quelqu'un qui va être sur place pour faire la visite. Et après, toi, tu n'as plus qu'à emmener du flux. Donc tu postes ton annonce en amont. Même dans l'annonce, tu peux mettre, voilà, j'organise des rendez-vous le lundi, telle date, de 18h à 20h. Tu envoies le flux sur place et derrière, la personne fait la visite. Et donc, ça t'évite donc d'être sur place. Et puis, derrière, en fait, tu as un truc packagé, clé en main, tu as la visite, les candidats qui sont intéressés, parce que les candidats, ils veulent juste voir le bien. Enfin, tu vois, globalement, on pourrait même faire des visites virtuelles, mais les gens, ils ont besoin de voir le bien, de voir où ils vont aller. Non, Donc, la bah visite, oui, quoi. c'est assez simple à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses à raconter lors d'une visite. C'est pas une vente, hein. C'est vraiment une visite. Donc, la personne, elle ouvre la porte, elle dit, voilà, l'appartement, il est comme ci, comme ça. Les visites se font. Le soir, les candidats qui sont intéressés, tu leur dis, voilà, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez votre dossier. Donc là, tu reçois les dossiers des candidats, tu les analyses, tu les passes à la moulinette. La personne qui a fait la visite te fait un feedback aussi, mais c'est un peu moins précis que si toi, tu étais là pendant la visite. Mais au moins,
as quand même pu réussir cette tâche qui est un peu fastidieuse à faire. Et après, tu sélectionnes les dossiers. Comment donc, parce que le mec, en gros, quand tu fais ça à distance, j'essaie de me projeter parce qu'on a quand même l'humain. Tu vois, moi, le mec qui va faire les visites, je ne le connais pas. Donc, tu vois, moi, ce que j'aimerais, enfin, il est très bon et tu vois, il y a des personnes qui sont très bonnes pour sélectionner les bons profils. Mm. Tu peux lui faire totalement confiance et dire, OK, ce gars-là, je le sens bien, bon feeling et tout machin. Sauf que moi, je ne les connais pas. Tu vois, par exemple, Ouais. je vais sur Monsieur Hugo, je mets le créneau, on va me dire, OK, c'est Jean-Pierre qui fait la visite. OK. OK, je dis, OK, super, Jean-Pierre. Jean-Pierre va faire la visite. Donc, déjà, bon, je lui explique où sont les clés, je présume. Il va chercher les clés, Mhm. il va faire la visite. Et après, bon, Jean-Pierre me dit, je peux lui demander de faire des trucs. Je peux dire, bah écoute, Jean-Pierre, sélectionne-moi le meilleur pour toi. Ou qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre? Il est juste sur place, quoi. Jean-Pierre, ouais, donc tu peux le briefer avant, donc Mhm. tu peux échanger avec lui si tu veux le briefer sur ouais, des questions un peu que les locataires peuvent poser. Euh, Après, donc Jean-Pierre qui est sur place va faire la visite et il peut te voilà et suite à la visite, tu peux le rappeler. Alors c'est pas lui qui va te choisir ton candidat, hein. Il peut te faire du feedback. Tu vas te faire un feedback sur lui, c'est pas présenté, lui il était propre, il était alors. Enfin, voilà. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de le briefer en amont sur toi, qu'est-ce que tu veux qu'il regarde. Je sais pas, ça peut être la ponctualité, ça peut être sa disponibilité, ça peut être enfin, voilà, donc tu le briefes sur un peu ce que tu as envie qu'il observe pour toi, et après il va te le restituer. Mais au final, c'est à toi de faire le choix. Tu vois, il n'est pas là pour te choisir. Lui, c'est une aide, c'est ton bras droit qui va être là pour prendre les clés, aller chercher les clés, enfin, accueillir les candidats, ouais, leur faire la visite, et derrière, bah, si effectivement les candidats ont des questions, bah, Jean-Pierre peut y répondre. Voilà, il te fera un petit feedback. Mais après, voilà, tu vois, c'est vraiment, on est sur une délégation de la visite. Et suite à ça, c'est quand même à toi de voir avec Jean-Pierre comment ça s'est passé. Donc, tu peux l'appeler, tu vois, c'est passé comment les visites aujourd'hui avec les 5 candidats. Et après, bah, à toi de finaliser ce choix en disant, OK, premier feedback, intéressant. Tu peux pas dire à Jean-Pierre, bon, tu prendras quel candidat? Tu vois, c'est engageant. C'est engageant. Et- Après, lui, il te fait juste du feedback. Après, c'est à toi de l'analyser et de te dire, OK, ouais. j'ai bien reçu, bien reçu. Après, tu as les dossiers des candidats qui vont te permettre de faire aussi un dernier tri. Et après, si tu veux encore avoir un troisième élément de prise de décision, appelle les candidats. Tu Oui, vois, c'est tu ça, les je suis appelles à visio. distance et tu dis, voilà, j'ai vu Mhm. que vous étiez intéressé, vous m'avez posé des questions. Enfin, vous avez posé des questions à Jean-Pierre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le logement, il vous intéresse, oui ou non? Vous voulez le prendre pendant combien de temps? Voilà, tu peux finaliser l'entretien par téléphone. Mais au moins, tu es à distance, tu es chez toi, tu as délégué la visite. Le locataire, lui, il voulait qu'une chose, hein, c'est visiter le bien. C'est comme ça qu'il se décide, hein. C'est en regardant le bien et en regardant où il est, l'état de l'immeuble, etc. Et après, toi, tu clôt le deal tu- euh, en appelant les locataires qui ont fait la visite. Donc, mais ça, tu le fais à distance, par téléphone, quoi. Là, alors, c'est des mandataires. Tu les appelles comment, ces gens-là? Mandataires? Ouais, non, c'est des professionnels, en fait, c'est des agents professionnels sur place qui peuvent être soit agents immobiliers ou pas forcément, mais qui ont une expertise immobilière. On les appelle, nous, on les appelle des agents professionnels, en fait, et OK. c'est eux qui assurent la visite sur place, quoi. OK. Donc là, ça, je peux le déléguer. Donc, c'est bon. Donc, déjà, l'annonce, tout ça, je peux le faire moi-même. Cette partie-là, où il y a effectivement un besoin physique de donner les clés, d'être présent, etc., ça, je peux le déléguer. Ça me coûte combien par heure ou par visite, là, aujourd'hui? Alors là, les visites, c'est à l'heure. En fait, tu payes l'agent, c'est un taux horaire. Et on est dans les 85 € de l'heure, à peu près. OK. Tout Euh, compris. et derrière, en fait, bah, tu gères ton créneau horaire. Donc, Mhm. moi, après, tu peux saucissonner, tu peux envoyer des candidats par tranche de 20 minutes. Et sur 20 Mhm. minutes, tu peux en mettre 4. Tu Mhm. vois, après, ça dépend le truc. Mais tu vois, donc tu peux faire facilement 12, ouais, au moins plus d'une dizaine de Ouais, une visites dizaine de de visites, l'heure. quoi. Donc, tu vois, un coût de revient, ça te coûte allez, 8 euros, 8 euros, 9 euros le coût de revient par candidat. C'est acceptable pour avoir pas eu besoin de te déplacer, de perdre du temps et aller sur place. Ramener, après, tu peux ramener ça aussi au coût si tu étais passé par une agence immobilière qui te prend quand même un mois de loyer. Donc, toi, avec un loyer de 1000 € sur Paris, par exemple, bah là, ça va te coûter finalement, tu es à 80 € de l'heure. Et compte tenu de la demande aujourd'hui, tu n'es pas obligé de programmer des visites tous les soirs. Moi, généralement, en 2 heures, c'est plié, quoi. Enfin, tu vois, je vois suffisamment de candidats.
Euh, on dit, ouais, prends-toi un créneau large, une heure, je pense 2 heures, tu amènes tous les candidats sur ce créneau-là. Ah, donc ça va te coûter euh, 160, quoi. voilà, 160. Mais si tu es sur 2 heures, euh, voilà, un peu. Ok, Et tu peux aller, tu peux aller aussi jusqu'à ceux qui ne peuvent pas faire les visites, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire non plus l'état des lieux. Et c'est donc, ça. nos agents aussi ont la possibilité de faire l'état des lieux. Donc ça, c'est des agents vraiment typés état des lieux parce qu'ils ont l'application pour faire l'état des lieux sur le mobile ou sur la tablette. Donc ça, pareil aussi, tu peux le déléguer si tu en as envie de le faire, ou alors le faire par toi-même, quoi. Ok, donc l'état des lieux, donc, parce qu'en process classique, hein, donc les gens viennent, ok, on fait, il y a 10 profils, sur les 10 profils, il y a Jean-Pierre qui me dit il y en a deux qui sont pas mal, sur les deux qui sont pas mal, moi je les rappelle au téléphone, enfin je fais une visio avec eux, j'essaie de ressentir lequel a le plus de vibe, ok, Oui. j'en choisis un des deux, je lui dis écoute, c'est bien, là on est le 17 avril, au 1er mai, tu fais la loc, ok. Là, je lance du coup le bail de mon côté, donc je vérifie que tout est bien fait. Je lance la signature électronique, etc. Ça coûte, je crois, 10 € ou 15 € là sur Monsieur Hugo. Donc j'ai un Ouais, abonnement on est à 10 euros pour le contrat avec la génération de tout le contrat, les annexes et l'acte de garant. et C'est l'acte de un garant. acte de garant. Là, c'est une caution solidaire, en fait, qui est signé par le garant. Et pour un logement, c'est quoi? C'était 30 €, c'est ça? Pour un logement par mois? Non, non, le bail aujourd'hui, nous, tu payes juste quand tu as besoin, tu payes 10 euros quand tu as besoin, quand tu veux faire le bail, c'est tout. Mais si je veux, parce que il y a un abonnement tous les mois là. Moi, je paye un abonnement tous Alors, les mois. Ça alors, fait tout effectivement, ça. l'abonnement qu'on propose, après, c'est quand tu as le locataire en place. Donc ça, c'est pour la gestion locative. Ok. Mais tu peux juste faire le bail. Tu prends Mm. tu prends le bail directement, tu le signes électroniquement. Et après, Ok. si tu veux, tu peux passer à l'état des lieux. Et après, tu peux passer à la gestion. Ok, 180 € pour faire, enfin 160 € pour faire 2 heures de visite. 10 € pour faire le bail. Donc, je suis à 170. J'aimerais bien comparer, tu vois, avec les trucs. Ouais, 170. Et après, j'ai effectivement, donc j'ai validé mon gars. Donc, c'est en 2 temps, généralement. Une fois que j'ai ouais. validé mon gars, il y a l'état des lieux à faire. Donc, remise des clés, état des lieux. Donc, là, potentiellement en même temps. Donc, là, je renvoie Jean-Pierre, du coup. C'est le même ou c'est un autre? C'est- C'est pas forcément le même. Là, on va te prendre quelqu'un qui est spécialisé sur l'état des lieux. OK. Et du coup, là, je fais un état des lieux. Donc, là, une autre difficulté qu'on a à distance, bah, comment on fait les états des lieux? Alors, bon, il y a plusieurs styles, hein. Moi, j'en vois plein. Finalement, les états des lieux, justement, c'est tu utilises une application qui est liée avec un expert comptable. La personne fait une vidéo. La vidéo est signée à distance par un expert comptable. Il faudrait que je revoie comment s'appelle la plateforme et je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai là normalement. Et toi, c'est ce que tu as refait aussi dans Monsieur Hugo là. Donc, tu peux envoyer Ouais, un mail. alors Ouais, on l'a surtout lancé parce que c'était aussi une très grosse demande de pouvoir faire l'état des lieux sur le téléphone. Euh, et donc là, on a une application que tu mets sur une application mobile. Donc tu prépares l'état des lieux sur Monsieur Hugo. Donc ouais. c'est qui le propriétaire, c'est qui le locataire, tout un tas où est l'adresse du bien, etc. Ensuite, ça télécharge toutes les données dans l'application d'état des lieux. Donc ça, c'est pour la préparation de l'état des lieux. Et le jour J où tu fais l'état des lieux dans le logement, bah là, tu dégaines l'application et tu finalises l'état des lieux. Donc, c'est quoi finaliser l'état des lieux? C'est prendre des photos s'il y a des choses qui sont abîmées pour le signaler. Ça peut être directement faire l'inventaire automatique. Donc, tu peux filmer avec ton téléphone la cuisine. Donc, ça va automatiquement détecter les plaques de cuisson, le four, le micro-ondes. Ça va compter les cuillères, les machins, et les assiettes, etc. Ça va Mhm, automatiquement t'incrémenter l'état des lieux. Et ça a été fait grâce à l'intelligence artificielle, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide. Donc tu fais ton état des lieux avec le locataire, tu le signes électroniquement, et à partir de là, tu fais donc, tu as l'inventaire aussi. Si tu fais du meublé, n'oublie pas l'inventaire, mhm. qui est aussi signé électroniquement. Et suite à ça, le locataire tu lui donnes les clés et il te paye le premier mois de loyer. Euh, Avant de faire ça, ce que moi je demande systématiquement, c'est à la signature du bail, je demande au locataire systématiquement de me faire un virement pour bloquer l'appartement. Donc c'est le virement du dépôt de garantie. Donc un mois si c'est une location nue ou 2 mois de loyer pour le dépôt de garantie si c'est du meublé. Donc ça permet de bloquer et éviter que le locataire continue à aller voir plein d'appartements à côté. Donc s'il est Mhm. motivé, il te fait le virement et dit OK, je bloque, c'est celui-là. Et après, lors de l'état des lieux, là, c'est là qu'il te fait le paiement du mois de loyer au prorata de la date d'emménagement, quoi.
Donc ça, Exactement. c'est chose-là que je faisais moi encore, il n'y a pas si longtemps que ça, à la mano. Prenais un fichier Word, j'imprimais, j'allais voir le locataire, on faisait l'état des lieux. Je ne pouvais pas mettre de photos parce que j'arrivais pas à les injecter, tu vois, dans mon document papier. J'écrivais à la main ce qui allait pas. Là, en étant plus outillé, mais moi, je me suis outillé, tu vois, sur l'état des lieux que tardivement. Mais Ouais, maintenant, tu as quelque chose qui est horodaté, qui est verrouillé. Tu traces tout ce qui va pas, tout ce qui est détérioré dans l'appartement. Et puis derrière, bah, c'est archivé automatiquement. Donc ça t'évite d'avoir l'état des lieux signé que tu dois scanner en arrivant chez toi pour l'envoyer par mail au locataire. Voilà, donc ça se fait. Donc c'est un peu moins de charge mentale là-dessus. Et le fait d'être outillé, tu vois, sur ce genre de process, tu gagnes vachement de temps, quoi. ouais. En fait, le truc que je regarde là, l'autre qu'on m'avait conseillé, c'était Check and Visit. La seule problématique, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment à destination des professionnels. Là, par exemple, j'arrive pas juste à me créer un compte, donc ça va coûter excessivement cher. J'arrive pas à me Ouais, créer un c'est compte. uniquement pour les Ouais. professionnels, tu as raison, et il couvre pas toute la France, donc il couvre une vingtaine ou une trentaine de villes. Donc ce qui est, donc t'as force, enfin voilà, si t'as pas un logement dans les villes qui sont couvertes, ça marche pas, quoi. Ok. Ah oui, parce que sinon, ils ont aussi un système de. Il y a des gens qui visitent, quoi. Ouais, ouais, ils te font la visite, hein. Chacune visite font aussi les visites. Alors, c'est pas ouvert pour les particuliers, c'est plutôt pour des Mhm. agences, donc pour le B2B. Nous, le système, il est ouvert pour les particuliers, donc pour les propriétaires bailleurs, qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des états des lieux d'entrée ou de sortie ou des visites, quoi. Ok. Ça, c'est top. On a du coup, il y a quelqu'un d'autre qui signe l'état des lieux. L'état des lieux est du coup bien fait avec l'application, du coup, de ton côté. Alors ça, il faut faire vraiment attention. Et là, d'ailleurs, c'est un des outils qu'on partage sur les, quand tu as fait ton état des lieux, les détériorations. Donc là, il faut alors que ce soit, alors si on prend le pire des cas, enfin, le pire des cas, c'est souvent Airbnb, hein. Si vous faites du Airbnb, débrouillez-vous pour avoir une vidéo de votre logement avant l'arrivée de vos nouveaux locataires. Et c'est pareil à faire quand vous faites de la location longue durée, parce que sur Airbnb, par exemple, enfin, l'état de votre bien se réduit à pas grand-chose. Donc si vous avez un très beau plan de travail, que demain il y a un mec qui, je sais pas quoi, il détériore votre plan de travail, il pète un bout. Voilà, il pète un bout parce qu'il n'a pas fait gaffe, on ne sait pas ce qu'il a fait. Dès que vous allez relouer votre appart et que quelqu'un va voir que le plan de travail est pété, la personne va déjà avoir un aperçu de qualité qui est inférieur, va vous mettre une note inférieure potentiellement, et surtout va faire moins attention à votre logement. Donc dès que vous avez des trucs qui sont dégradés, en Airbnb ou même en location longue durée, il faut tout de suite réagir. Vous faites appel à l'aide de Airbnb, vous changez de plan de travail, paf, 500 balles à la charge de la personne qui est venue chez vous. Et quand vous faites de la longue durée, dès que vous avez quelqu'un qui sort, et surtout il faut tout de suite remettre à la charge du locataire qui est parti. Attention à la vétusté, voilà, c'est la vétusté dont je voulais parler, donc tu as fait tout un système de vétusté. Vétusté, c'est à quel point le bien, enfin l'asset a perdu de la valeur en fonction du temps. Mais en tout cas, il faut tout de suite remplacer les trucs, que ce soit nickel, que ce soit la location prime ou que ce soit la location on va dire lambda. Mais la location lambda, bon, bah, vous aimez des produits lambda, mais c'est pas grave, il faut remplacer les produits lambda pour que ça reste nickel. Parce que dès que vous avez un endroit, moi j'ai ça sur. Il y a la même chose sur Ivry-sur-Seine, là, j'ai un immeuble là-bas, et il y a des mecs qui. Enfin voilà, Ivry-sur-Seine, ça tag beaucoup, et ils taguent souvent une des portes. Et en fait, si je laisse un tag sur la porte, tu peux être sûr qu'en un mois, la porte est vraiment énormément taguée. Bah, dans la rue, dès qu'il y a un commerce qui Ouais, ferme, les ils mettent tags des attirent les tags. tags à tirer. Et du coup, tout de suite, paf, j'appelle la mairie, et les mecs, ils arrivent 2 jours plus tard, et ils me remettent un coup de peinture sur la porte. Mhm. Et c'est le service de la mairie. Donc il y a ça. Une fois que donc on a fait l'état des lieux, le gars il rentre dans l'appartement. Là généralement en termes d'automatisation, il y a quand même un paquet de trucs. Alors c'est marrant, ça je pense qu'on l'a pas sur Monsieur Hugo, mais je pense pas que ce soit ta priorité. C'est moi j'ai des règles de conduite qui sont faites pour chacun de mes appartements. Ouais. En fait, surtout quand j'ai des étudiants, en fait, les étudiants, souvent, alors c'est soit leur premier appart, soit on peut encore les forger, tu vois. Et moi, je les forge, les gens. Donc j'ai un WhatsApp avec eux. J'ai montré ça, je crois, la dernière fois. J'ai un WhatsApp avec eux Oui, par ouais. appartement. Mhm. Tout de suite, je leur dis, ben voilà, il y a moins de problèmes, vous me contactez. Je leur explique qu'est-ce qu'il y a à leur charge ou pas à leur charge. Et j'ai même, je leur explique quand ils sont en face de moi, mais je leur explique que bon, bah, de déboucher l'évier, surtout si vous avez des colocs avec des filles, bah, vous expliquez, voilà, les cheveux longs, bah, ça y va. Voilà comment on débouche, voilà ce qu'on fait. C'est à vous de le faire.
Les joints, c'est à vous de le faire, mais maintenant, dans les joints, je les mets dans mes baux. Je les mets en. Ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, je fais passer quelqu'un, en fait. Maintenant, je fais passer quelqu'un une fois par mois pour s'assurer Ouais. que ça marche bien. Et même dans mes baux longue durée. Parce qu'en fait, les gens le font plus aujourd'hui. J'ai Oui, l'impression. ça va pas le faire, hein. Souvent, la notion de propreté, il est très subjectif. Ah ouais, propreté, c'est vraiment. Enfin, bon, il y a même des gars. Alors après, ça dépend des zones et à qui on loue, mais moi, il y a des endroits, il y a des gens, ils entassent leur. Tu vois, ils sont passés d'un appartement. Enfin, je sais pas, ils ont des yeux plus gros que le ventre, tu vois. Ils arrivent avec toute leur maison, tu vois. Et ils prennent un. Souvent, quand ils se séparent, ils arrivent avec plein de trucs. Ils ont un trois pièces. Il y a une pièce, en fait, c'est leur zone de stockage. Et ils gardent leurs trucs. Et je comprends pas, en fait. Ils gardent des trucs. C'est un moment. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont du mal à se séparer. Alors, moi, c'est pas du tout un truc qui me touche, tu vois. Moi, me séparer, il n'y a aucun problème de ne pas emmener tous mes meubles avec moi. Mais j'ai l'impression que la grande majorité des gens, c'est quand même, ils veulent garder tous leurs trucs. Ouais. Il y a ça. Il y avait quoi d'autre? Ouais, donc, manuel d'utilisation de l'appartement. Ouais. Donc, Mm. ça, à faire absolument, expliquer quand les plombs sautent, où sont les plombs, où est l'arrivée d'eau, où est l'arrivée du gaz si vous avez du gaz, où est l'arrivée de la fibre si vous en avez. Toutes les problématiques de l'appartement, il faut les traiter. Il y a forcément des problèmes sur votre appart, donc des portes qui ferment bizarrement, des fenêtres qui ferment bizarrement. Et pareil, règle de conduite, par exemple dans mes colocations, je mets tout de suite un endroit pour que les chaussures soient, pour que les gens enlèvent leurs chaussures au début. Et Oui. essayez de, même si vous avez enfin, la personne fait ce qu'elle veut une fois qu'elle a loué votre logement, mais essayez de l'impacter pour lui dire, voilà, les chaussures, ben, on les enlève au début de l'appartement. Et quand vous faites les visites, regardez si des personnes vous demandent si elles doivent enlever leurs chaussures ou pas dans l'appart. Oui, ça, j'ai déjà eu une fois. Très bon Ouais. point. La Bah, personne m'a dit, est-ce que je dois enlever mes chaussures? Et alors, ça, voilà. effectivement, tu vois, tu m'aurais dit ça, je t'aurais mis des Ouais, points tout à l'heure. exactement. Enlever tes chaussures, donc t'es pas clean. Ah ouais, je serais venu avec mes chaussures boueuses, là, j'aurais marché partout, tu vois. Non, mais il faut, surtout encore une fois, pour tout ce qui est en fonction des parquets que vous avez, mais d'ailleurs, c'est comme le béton, mais talon aiguille. Si vous avez des parquets anciens, votre parquet compliqué, donc vraiment enlever les talons, les chaussures, même les chaussures de mecs avec des talons voilà, tout ça, il faut vraiment pas se balader dans l'appart. Ça va tout détériorer. Ok, donc là on a les gars, on donne ces manuels-là, on donne le règlement intérieur, ou vous faites même signer le règlement intérieur. Moi je fais signer un règlement intérieur, même si c'est aucune Mhm. valeur, mais je fais signer un règlement intérieur. Je fais signer des règlements de copropriété. Je fais de copropriété, de colocation. Dans les colocations, je fais signer un planning où je dis, c'est le ménage. Il y a quand même, vous êtes trois, il y a une journée de ménage, il y a 3 heures de ménage tel jour. Je fais signer des trucs comme ça. En fait, Ouais. il faut remettre les règles. Si vous ne mettez pas de règles au début, enfin, ça va tout de suite partir. En tout cas, si vous cadrez vos colocs, moi je vous encourage à cadrer vos colocs, Mhm. cadrer les personnes pour qu'elles soient bien dans l'environnement, puis vous leur faites du bien. C'est comme dans le taf, hein, quand vous cadrez les gens dans le taf, ils vont vous remercier plus tard. Et ben, c'est pareil dans les colocs. Surtout dans les colocs quand ils ne se connaissent pas entre eux. Tu vois, Ouais. bon, Mhm. voilà. Et sinon, trouver un moyen quand même de vérifier de temps en temps quel est l'état de l'appart. Donc, effectivement, dans les colocs, la femme de ménage, c'est pas mal. Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, juste pour vérifier en fait s'il n'y a pas de débordement dans l'appartement. Et faites-le généralement assez vite une fois que vous avez fait des premiers locataires Ouais, ouais, pour ouais. éviter la Ouais. cata, quoi. Et après, là, on parle de logement, mais toi, il y a aussi des logements très longue durée que j'ai, moi, où en fait, c'est des Ouais. familles. Alors là, généralement, si vous voulez faire louer un appartement à vraiment quelqu'un pendant longtemps, le mieux, c'est des familles et c'est des 90 mètres carrés où en fait, ils vont rester 7 ans dans le logement, quoi. Donc ça, c'est parfait. Parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, si tu un jeune couple trentenaire, ils sont dans un deux pièces. Bon, une fois qu'ils vont avoir un enfant, c'est généralement là où ils partent de Paris d'ailleurs, parce que Paris, c'est trop cher. Mais ça va s'arrêter. Donc là, on est bon. Donc là, le gars est dedans. Là, c'est bien. Là, un autre truc que je fais avec Monsieur Hugo, du coup, je mets des prélèvements automatiques. Alors, d'un côté, j'aime bien, d'un côté, j'aime pas, parce que on peut revenir en arrière sur les prélèvements. Donc, ça dépend à qui on s'adresse. Euh, j'ai une fois une locataire qui n'avait pas bien compris le truc de prélèvement. Elle m'avait annulé le prélèvement parce qu'elle devait retourner. Elle venait du Chili. Elle m'avait annulé le truc. Du coup, ça m'avait annulé 2 mois. Et après, je lui ai dit non, mais après, elle m'a dit ah, finalement, est-ce que je peux rester? Je lui ai dit oui. Du coup, elle m'a remis le truc. Elle avait arrêté le prélèvement. Elle avait paniqué. Elle avait fait opposition à sa banque. Elle m'a fait tout un truc. Ah, si tu veux, au lieu de juste de me demander, tu vois, c'est parti en live. Bon, maintenant, elle est toujours là. Elle est très contente, tu vois. Mais bon, Ouais, compliqué, quoi. ouais. Non, t'as du mal, effectivement, t'as du mal, mal tomber. Alors, effectivement, tu peux l'annuler, mais globalement,
il y a peu de. Enfin, nous, on n'a jamais eu de gens qui annulaient un prélèvement, sauf quand il part de logement, là, il l'annule, mais c'est normal. Euh, mais effectivement, le prélèvement, ça te permet vraiment de tout automatiser, de te mettre en mode pilote automatique. Euh, Pourquoi? Parce que moi, au début, quand je l'avais pas mis en place sur mes logements, tu vois, j'étais obligé de un peu comme toi, je pense, te connecter Mm. chaque début de mois pour voir si le gars il a payé, il a pas payé, tu as les relances, il faut le rappeler, il faut vérifier 3 jours plus tard. Donc finalement, et sur ça, sur différents comptes bancaires, c'est un peu vite une perte de temps. Et là, maintenant, comme tout est en prélèvement, bah, tu sais que déjà, un, il n'y a plus de retard parce que souvent les locataires, ils payent un peu quand ils veulent. Tu vois, Ah, quand ils clair. ont connexion Internet, quand ils ont eu ils ont de l'argent, s'ils n'ont pas dépensé, s'ils ont fait des grosses dépenses avant, ils vont dire, ah bah, le loyer, ça passera après. Donc c'est bien d'avoir un truc processé où tu dis, voilà, je sais que tous les mois, le loyer va tomber à telle date parce que c'est programmé à telle date, qu'il n'y aura pas de retard. Et puis derrière, tu es notifié, tu vois, moi, à chaque fois, je suis notifié en temps réel quand le prélèvement, enfin, quand l'argent est viré sur mon compte bancaire, donc ça m'invite d'aller me connecter. Euh, et après, surtout, c'est que tu vois, t'automatise toute l'administratif, quoi. Ça te Mm. crée les quittances, ça te les envoie automatiquement aux différents colocataires. Mm. Ça me met ma compta à jour, ça me crée des lignes comptables, tu vois, sur mon compte, avec tous les loyers qui ont été payés de chacun des locataires. Mm. Euh, pour ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça te met en mode pilote automatique. Mm. Moi, j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent sur les logements qui sont en prélèvement. Euh, et aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les propriétaires viennent aussi chez nous parce Mm. qu'ils ont la capacité de mettre en place du prélèvement. Donc, c'est eux qui vont récupérer l'argent. Tu vois, c'est ce sentiment. C'est pas genre je fais juste un petit virement quand j'ai envie de le faire, mais là, c'est la banque qui vient prélever le locataire. Euh, et derrière, et comme la plateforme. Monsieur Hugo, derrière, pilote les flux financiers, bah, tu as Mm. une vision instantanée et temps réel de où en est ta trésor, qui est-ce qui a été collecté comme loyer ou pas collecté. Et derrière, ça te déroule bah, la gestion que tu dois faire tous les mois et que maintenant, moi, je ne la fais plus parce que c'est automatisé. Euh, les choses qui restent à ta charge, c'est si tu veux réviser le loyer, bon, tu le fais une fois dans l'année, la régule de charge, tu l'as fait, mais toi, si tu es en forfait de charge, bah, tu n'as pas de régule à faire. Voilà, c'est ce genre de choses qui Si, si, restent à si, faire, mais tu le fais une tu la fois dans l'année. réévalues. Tu réévalues ton forfait, comme on dit tout à l'heure. Oui, voilà, tu le Ouais. réévalues, voilà, effectivement. Mais ça, tu peux le mettre tu fais une révision de loyer qui inclut la révision du forfait de charge. Alors que si tu fais une régule, c'est un peu plus de boulot parce que tu vois, il faut que tu regardes ce qui a été payé par le locataire, ce qui a été Mm. réellement consommé. Donc, tu un petit peu Mm. plus, faut que tu calcules un solde. Donc c'est un peu plus long. Alors qu'une révision de forfait de charge, c'est aussi facile qu'une révision de loyer. Moi, Ouais. j'appuie sur un bouton, ça me génère ça me calcule automatiquement la révision du loyer. Derrière, Mm. ça m'envoie le courrier au locataire et vu que je suis en prélèvement, bah, ça met à jour le prélèvement. Donc tu vois, finalement, je gagne pas mal de temps avec ça parce que je suis plus obligé de me le farcir à la mano, quoi. Il y a des alertes là-dessus ou pas? J'ai pas fait attention. Est-ce que ça m'agresse là? Parce que moi, j'ai besoin d'être agressé, tu vois. Ah, Est-ce est-ce que que ça t'agresse? On agresse gentiment. et je reçois un SMS, je reçois un mail pour me dire qu'il faut que je révise mon loyer? C'est C'est un par truc? mail. Après, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. En fait, c'est pas en système, c'est pas systématisé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se fait tous les ans. Mais c'est à toi de dire, OK, là, j'ai envie de réviser le loyer ou j'ai envie de faire ça. Et donc, je vais sur l'interface Monsieur Hugo, je clique sur réviser le loyer. Après, il y a plein de propriétaires qui n'ont pas envie de réviser le loyer Oui. parce que ils disent, bah non, ça se passe très bien la colocation et j'ai pas envie de Oui, le puis réviser. ouais. Après, si toi, effectivement, tu es dans une musique de réviser tous les ans, oui, il faut que tu te connectes sur l'interface Monsieur Hugo et tu fasses clic sur le bouton révise-moi le loyer, quoi. Ouais, parce que là aujourd'hui, bon, peut-être que. Parce que tu en as beaucoup, hein. Tu as combien d'utilisateurs de Monsieur Hugo? Tu en as quand même un paquet, juste pour donner Euh, un ordre d'idée. En lot, enfin, on parle plutôt en lot, là, on doit être à quasiment 5000 lots 5000 euros. sur la plateforme, gérés par la plateforme, en fait, Ouais. aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que là, tu vois, moi, par exemple, je suis le premier à oublier les dates. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'attends, et il faudrait que je teste, en fait, j'ai pas vérifié, mais c'est qu'on me dise tout de suite, oui, Victor, c'est très important, à la limite par SMS, réévalue tes loyers, parce que il y a là, surtout en ce moment, sur des loyers. Alors, effectivement, tu dois avoir un échange avec tes locataires, etc., mais quand tu es dans des zones sur Paris où là, tu as eu beaucoup d'inflation, surtout Hmm. là, ça va se tasser un peu dans le temps, mais vu que l'inflation, elle a vraiment
comment faire un paquet. Ouais, Alors, un peu pour tout le monde, l'inflation, vous, quand vous avez des appartements, ça veut quand même dire que vos charges de propriétaires, on aux augmente aussi, ouais. propriétaires augmentent assez fortement et vous avez plein de choses qui augmentent en termes de. Puis, là, en plus, il y a la taxe foncière, il y a tout qui est arrivé chez nous, là. Donc, le seul truc qu'on attendait tous, c'était nos indices de révélation des loyers pour réussir à retransmettre cette pression qui n'est pas censée être la nôtre. On n'est pas censé payer ça. C'est le locataire qui est censé la payer. Et là, la problématique qu'on a eue, c'est l'État, bien sûr, veut protéger les locataires et du coup a décalé un peu ce report de charges sur les locataires qui va finir par fonctionner dans le temps. Mais au lieu de faire une très très grosse augmentation, tu vois, on nous permet, et surtout qu'en plus c'est qu'une fois par an et que tu ne peux pas reprendre ton retard, Oui, et, ouais, ça là, c'est super important. C'est pas rétroactif. oui, Donc ça veut dire que si tu n'as pas augmenté ton loyer pendant 5 ans, oui, bah, pourras pas rattraper les 5 années perdues, quoi. Tu refais tout le temps de l'année précédente. Enfin, sur un an, c'est un an glissant, pas plus, quoi. voilà. Et du coup, si on loupe en plus l'année où il y a une très grosse, parce que c'était ça, il y a des grosses réévaluations et il y a des petites. Si on loupe l'année où c'était très gros, bah on est mal, quoi. On peut pas faire ça, quoi. Ouais, On- ouais, non, c'est clair, ouais. ouais, Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre de rappel ou de processer tout ça pour que finalement ça te prenne plus la tête et que tu aies une charge mentale un peu plus libérée, enfin moins lourde par rapport à tout ce que tu dois faire au quotidien. Après, tu n'as pas non plus, en termes de gestion, voilà, on parle de la révision de loyer, tu le fais une fois par an, donc c'est pas voilà, ce qu'il faut vraiment processer à mort, c'est tout ouais, le traitement mensuel. ouais, Et c'est ça qu'il faut processer pour rien avoir et tu te mets en mode pilote automatique. Et après, tu gères un peu les sollicitations des locataires quand ils ont besoin d'un truc ou quand il y a une panne ou quand il y a voilà ou même des litiges. Parce qu'il peut y avoir aussi des litiges, enfin il y a aussi des litiges. Mais voilà, ça après ça reste des choses que tu traites. Mais tout ce que tu peux processer en amont qui te permettront de gagner du temps, fais-le. ouais, Même si tu n'as qu'un locataire, fais-le parce que demain tu en auras peut-être deux, trois et tout ce que tu peux processer au début facilement, fais-le ouais. au fil de l'eau. Attends pas d'avoir je sais pas, une dizaine d'appartements pour tout processer, quoi. T'auras perdu un peu de temps, quoi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est bien sûr dossier Drive pour vos appartes avec plusieurs dossiers dans votre dossier. Les dossiers qui comprennent toutes les informations du financement. Donc, prenez bien quand vous êtes à la banque, parce que là, ben, on est sur la location, mais prenez bien l'échéancier, parce que la banque, généralement, l'échéancier se perd. Et après, si vous redemandez un échéancier, dans certaines banques, on vous demande de repayer. Alors, c'est un peu moins le cas Mhm. aujourd'hui quand c'est en ligne. Prenez bien votre justificatif de propriété. Pareil, les notaires, attention, parce qu'ils ne vous envoient pas les documents. Généralement, ils envoient les documents avec un lien, je ne sais pas quoi, WeTransfer ou je ne sais pas quoi, qui disparaît au bout d'un moment, qui ne marche plus. Donc, récupérez bien toutes ces informations. Récupérez bien toutes les informations quand vous achetez l'appartement, donc les DPE, les diagnostics, etc. Récupérez tout ça parce qu'on les remet après dans le bail. Donc, récupérez Oui. bien tout ça pour ne pas avoir à les repayer. Donc là, vous avez vraiment votre dossier après diagnostic, vous avez votre dossier DPE. Alors le DPE, il faut le refaire tous les 6 mois, je crois, maintenant, c'est ça, c'est tous les 6 mois. Euh, Pour une seule composante il faudrait que je regarde, mais t'as 5 ou 6 critères. Donc, celle qu'il faut refaire ouais, il y en a qu'une à refaire tous les 6 mois. Je vais te retrouver le l'info truc là qui est parce que celui-là, ouais. Donc, j'ai un trou. donc attention, si vous faites des colocations, bon, bah, faites attention à ces trucs-là. Autre élément, vous avez donc dans votre drive, vous avez ça. Les dossiers locataires, même s'ils sont sur Monsieur Go ou autre, vous les stockez chez vous. Les quittances de loyer qui sont envoyées, vous les stockez chez vous. Vous avez votre fichier, vous avez l'ensemble des mots de passe. Enfin, ça dépend comment vous fonctionnez, mais vous avez par exemple un fichier Excel, vous avez l'ensemble des mots de passe de toutes les plateformes qui sont nécessaires. Donc, qui dit un appartement, généralement dit un compte bancaire, dit les accès du compte bancaire. Vous avez par exemple votre assurance, les accès de l'assurance. Donc, vous avez aussi le document de l'assurance. Vous avez les accès de Monsieur Hugo. Vous avez les numéros du syndic. Bref, je devais vous montrer là. Je ne l'ai pas là parce que je ne peux pas vous donner en fait les informations de ces éléments. Mais moi, sur chacun des appartements, j'ai ça. Et aussi, mettez bien votre dossier de financement bancaire, comment vous avez présenté le projet à l'origine, et mettez bien votre fichier de calcul de rentabilité qui va reprendre les éléments assez classiques. Donc, quand est-ce que vous avez acheté le bien, quand est-ce que, sur combien de temps vous empruntez, quelles sont les mensualités, quelles sont les charges actuelles, quel est le nombre de mètres carrés, quel est votre calcul de cash flow par rapport aux charges. Gardez bien ça de côté parce que vous allez vous en servir à chaque fois et plus tard pour vérifier en fait la rentabilité réelle de votre bien. Autre élément, donc ça on est à peu près bon là-dessus. Si j'ai là aujourd'hui, donc si j'ai des litiges avec mes locataires et que je me sens un peu seul,
il y a, de ton côté, il y a l'assistante juridique que je peux prendre en plus. Ouais, alors c'est ce que je te disais au début, il faut, en tant que mini patron d'entreprise qui gère tes Ouais, biens, tu as, une direction juridique à piloter. Donc, comme dans ouais, toute boîte aujourd'hui, bah, tu as des juristes qui sont là pour défendre les intérêts de la boîte. En tant que particulier, tu vas pas acheter, tu vas pas embaucher un juriste ou un avocat. Donc, nous, on met à disposition plus de 200 juristes. Donc là, c'est des juristes qui sont chez AXA. Et quand tu as un souci, on a une hotline dédiée chez eux. Tu les appelles, tu leur exposes le problème. Je sais pas, par exemple, ton locataire qui fait de la sous-loc, il n'a pas le droit de faire de la sous-location. Tu lui expliques le problème. Et là, derrière, le juriste qui va suivre ton dossier jusqu'à la fin, bah, il va appeler la partie adverse, il va rédiger les courriers, les bons courriers. C'est comme si tu avais ton avocat dans ta poche, si tu veux. Il est là pour défendre tes intérêts et faire respecter les obligations du locataire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un traitement à l'amiable du litige, qui est une obligation légale. Tu es obligé de traiter dans un premier temps à l'amiable avant d'aller taper devant les tribunaux. tu as, ça c'est payant en plus, c'est ça? Ou c'est dans Ça, c'est l'abonnement? inclus, non, non, ça, c'est inclus, nous, dans l'accès, dans l'abonnement mensuel que tu as avec Monsieur Hugo. 30 On euros, c'est t'in- ça? Comment? C'est 30 euros à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, donc, tu as des juristes qui sont à ta dispo, donc c'est ta direction juridique qui est là. Et derrière, bah, si le litige ne peut pas être résolu à l'amiable, ils ouvrent une procédure judiciaire où là, ils vont financer les frais d'avocat, les frais d'huissier, etc., pour mener la procédure judiciaire. Donc, tu as ton juriste qui est à tes côtés, qui va piloter le litige, piloter la résolution du litige. Toi, il te fait du feedback. T'as pas, en fait, il couvre jusqu'à 10 000 € de prise en charge par litige. Parce qu'un litige, ça coûte cher en France, hein. Ça coûte, Ouais. la moyenne, je crois que c'est 4 000 € pour financer bah, tous les avocats, les huissiers, tout le personnel juridique. Donc ça, c'est pris en charge directement par AXA. Donc t'as pas besoin d'avancer d'argent puisque c'est pris en charge. Et ils vont jusqu'à l'expulsion du locataire. Par exemple, si tu tombes sur une personne qui ne paye pas son loyer, ils vont jusqu'à la mise en place de l'expulsion du locataire. Euh, donc ça, c'est important pour moi. Aujourd'hui, c'est la base. Il faut que la réglementation est tellement compliquée, elle est souvent en faveur des locataires. Et les locataires, maintenant, ils sont de mieux en mieux informés. Ils ont aussi des associations qui les défendent. Donc toi, si tu n'as pas ton arsenal juridique, si tu n'es pas outillé juridiquement, bah, tu vas galérer à aller sur des forums, aller sur Internet pour trouver des réponses juridiques qui sont pas forcément à jour ou pas adaptées à la situation. Donc moi aujourd'hui, je pense que c'est le minimum en tant que bailleur d'avoir une protection juridique que tu peux actionner à tout moment pour régler les litiges parce que tu as quand même pas mal de litiges aujourd'hui Ouais. que tu dois gérer, au cours de l'année pour ton bien, quoi. Ouais, mais tu l'as dans la PNO, non? Non, la PNO, t'as pas ça. La PNO, ça te couvre ta responsabilité civile. En gros, dans la PNO, si tu as un souci dans l'appartement qui vient causer des dégradations ou causer quelque chose sur autrui, la PNO, là, va intervenir pour financer les dégâts que tu auras causés à autrui. Donc typiquement, si ton appartement, tu as, une fuite d'eau dans ton appart, ça vient inonder le voisin du dessous. Donc le voisin va dire, bah, attends, mon appart, il est pourri, il faut que tu me le refasses. Là, c'est ta PNO qui prend le relais. Voilà. Mais la PNO, elle n'est pas là pour te régler tes litiges à toi, à titre perso. Euh, Parce le que dans- locataire, pas, alors non, le locataire, lui, de toute façon, il n'a pas de, Ouais, mais lui, il a son assistant juridique dans son assurance habitation. Alors, normalement, oui, dans les multirisques habitations côté locataire, oui, Mm. ils sont un peu outillés juridiquement parce que Mm. déjà, les assurances habitation des locataires sont beaucoup plus chères que les pénaux. Quand tu regardes les tarifs, ça n'a rien à voir, hein. Tu payes beaucoup plus cher en tant qu'habitant qu'en tant que propriétaire bailleur. Et la PNO, aujourd'hui, te fait juste le minimum. Ta Ouais. responsabilité civile, elle te couvre ta responsabilité civile et elle indemnise les dommages causés au tiers. Donc, c'est surtout ça qui est important. Donc, si, je sais pas, ton appartement, il prend feu et que tu as tout l'immeuble qui flamme, hein, enfin qui s'écroule, Mm. tu vas pas t'amuser à le rembourser par tes propres deniers, ça va te Ah coûter une oui, oui, blinde. oui. Donc là, c'est la PNO qui prend le relais. Et c'est pour ça que les PNO sont obligatoires aujourd'hui. C'est imposé par le gouvernement parce que sinon, ça mettrait des gens en faillite, quoi. Sans PNO, tu peux te retrouver en faillite du jour au lendemain, quoi. C'est pour ça que votre notaire, à chaque fois, vous demande, avez-vous bien assuré le bien? Et ne vérifie jamais si le bien est vraiment assuré au jour de la Ouais, ouais, signature. ouais. C'est ça le sujet.
Ok. Voilà, donc ça, c'est la partie juridique, nous, on l'inclut parce que c'est quasiment une obligation, tu es obligé d'avoir des gens qui, même si tu as une question sur le bail, tu as une question euh, sur des charges ou autre, tu peux, voilà, tu as ton service juridique, donc Mhm. tu l'appelles. Euh, et l'autre chose aussi, donc tu as les litiges à côté, mais après, tu as les petits bobos, tu vois, des pannes, des Mhm. fuites ou des accidents dans le logement. Ce que j'avais appelé au début, tu sais, tu as ta direction technique qui est là pour assurer, entre Mhm. guillemets, la maintenance ou gérer les problèmes. Donc nous, par rapport à ça, on voulait pas non plus laisser le propriétaire seul à se Mhm. débrouiller pour trouver un artisan, parce que tu sais, c'est compliqué de trouver des artisans. Les bons artisans, ils sont jamais dispo, ils viennent jamais te faire un devis où ils vont dire oui, j'arrive dans 2 semaines, mais non, mais moi, le problème, il est maintenant, il est pas, je vais pas attendre 2 semaines. Donc nous, on propose aussi de t'envoyer des artisans donc, directement chez toi en cas de dépannage d'urgence. Donc ça peut être un Mhm. volet roulant qui veut pas se fermer, un problème avec la chaudière, un problème avec le ballon d'eau chaude, enfin tous les problèmes que tu peux avoir dans l'appartement et qui ne sont pas liés à l'électroménager, parce que l'électroménager, normalement, c'est la responsabilité du locataire. S'il les a cassés ou ils utilisent mal, même les meubles, c'est sa responsabilité. Mais tout ce qui est dans l'appartement, eau, électricité, gaz, plomberie, porte, fenêtre, etc., vitres, ça, c'est ta responsabilité en tant que propriétaire. Et donc, tu dois intervenir quand il y a un souci. Donc, nous, on fait intervenir des artisans qui vont dans le logement, qui interviennent rapidement dans un délai de 2 à 3 heures et tous les frais de déplacement, de main-d'œuvre et petites pièces détachées pris en charge, sont pris en charge. Donc le propriétaire, il n'a pas à payer les 400 euros. Parce qu'une intervention, ça coûte dans 350, 400 euros quand tu veux faire intervenir un artisan parce qu'il intervient et il se déplace chez toi. Donc nous, c'est pris en charge. Donc tu as ta petite direction technique, tu vois, qui est intervenue, qui peut intervenir rapidement. Après, ils sont pas là pour te refaire des travaux. Tu vois, si tu Mhm. veux changer les WC ou la salle de bain ou vraiment faire de l'embellissement et des peintures, ils sont pas là pour ça. Mais au moins, c'est les premiers secours. Tu vois, c'est un peu les pompiers, quoi. Tu as les pompiers que tu appelles, ils arrivent rapidement pour sécuriser ton logement, quoi. Ouais, les cas, c'est quoi? C'est t'as un dégât des eaux, Les plus courants, c'est eau, donc dégâts des eaux, fuite, électricité. l'électricité, Donc l'électricité, c'est problème quoi? électrique. Ça disjoncte, ton gars, il sait pas, ton locataire sait pas, tu envoies le gars. Ouais, tu envoies le gaz. Le gaz, c'est un peu plus rare d'avoir les problèmes de gaz, mais bon, c'est couvert. Problème lié à la chaudière, au ballon d'eau chaude. Alors, Après, je veux des dire, ça problèmes arrive liés. souvent. Ouais. Hein? Je veux dire, ça arrive souvent Enfin, ça arrive souvent. Ça dépend. Moi, j'en ai eu beaucoup, en tout cas. Bah, en tout cas, nous, c'est couvert. On couvre la chaudière, on couvre les ballons d'eau chaude. Après, les problèmes avec les portes. Toi, je sais pas, une serrure qui marche plus, ou même je sais pas, un volet roulant qui ne veut plus descendre. Donc ça, c'est couvert. Mhm. Normalement, on couvre tout ce qui est dans l'appartement, sauf de ce qui est de la responsabilité du locataire. Voilà ce que j'ai, électroménager, meubles, etc. Quoi. Où là, bah, s'il a cassé la table ou si ça marche plus, le micro-ondes, après, faut savoir est-ce que c'est de sa faute ou pas, mais si c'est de sa faute, c'est à lui de le changer. Si c'est un défaut d'utilisation, c'est à lui, mais après, si c'est de la vétusté liée à un usage normal, c'est bien un Mhm. usage normal du bien, c'est au propriétaire de le changer. Pour un usage anormal, c'est effectivement au locataire de le changer. Et là, tu as recours à une grille de vétusté, tu en parlais tout à l'heure, super important, il faut la mettre dans le bail, la grille de vétusté. Ouais. Nous, on l'inclut systématiquement dans tous les contrats de location qu'on fait avec Monsieur Hugo. On met une grille de vétusté, ce qui permet, en cas de litige, de se dire, attends, c'est quoi le problème là? Ok, c'est un problème sur le parquet. Ok, le parquet, je l'ai acheté il y a 3 ans. Ok, tac, voici, et je te fais la répartition du qui paye quoi, Mhm. juste en lisant la grille de vétusté. Donc ça, c'est important de l'avoir, parce que ça peut t'éviter des embrouilles lors de l'état des lieux de sortie avec ton Mhm. locataire, où c'est là où tu n'es jamais d'accord. Ouais. Sur, qui Ouais. va rembourser quoi et combien tu vas rembourser, quoi. Surtout, ils se rendent pas compte. Donc, ce qui est intéressant. Ah oui, ce que je vous ai pas dit quand je fais l'état des lieux d'entrée, je mets le prix de chacun des meubles. Quand vous faites une coloc ou du meublé, généralement, si vous la faites bien, vous avez votre listing de meubles avec tous les prix de là où vous les avez achetés. Et en fait, moi, je leur montre les prix parce que assez souvent, en fait, quelqu'un qui n'a jamais acheté un canapé, il ne sait pas qu'un canapé, ça vaut 500 balles. Hmm. Quelqu'un qui a jamais acheté, surtout sur les étudiants, il n'a jamais acheté, je sais pas, un miroir. Il ne se rend pas compte que le miroir, en fait, il vaut 250 euros. Et que s'il casse le miroir, alors il est censé remettre quelque chose. Alors, vous ne faites pas avoir aussi. Faut que si on vous casse un miroir et qu'on vous met juste un miroir, une planche de miroir qui n'est pas un vrai miroir, enfin, battez-vous un minimum, quoi.
que vous ayez un truc à peu près construit. Donc, mettez les prix en face. Et pareil, sur les interventions, les personnes ne se rendent pas compte que, ben pareil, une fois, j'avais mes locataires. Alors après, vu que c'est du business, c'est un peu compliqué parce que, bon, il ne faut pas froisser ses locataires, etc. Mais une fois, je m'étais déplacé pour déboucher. Enfin, il y avait visiblement, il y avait un gros problème d'évier. Tu vois. Et là, vu que c'est juste à côté de chez moi, je suis allé, c'est dans le 15e à Paris. J'y vais et en fait, c'est juste qu'il y avait des cheveux dans le siphon. Donc, j'ai donc démonté le siphon et tout. Et là, bon, je l'ai fait cette fois-ci. Mais en réalité, là, moi, je dis, OK, normalement, c'est à vous de le faire. Et Mhm. si intervention, déplacement plus intervention, c'est 180 euros le déplacement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, un peu partout, c'est comme les Uber à Paris qui, maintenant, si tu n'es pas pile à l'endroit quand ils arrivent, ils s'en vont, tu vois. Le moindre déplacement d'un artisan, et moi je les comprends, c'est 80 euros, quoi. C'est 80, 100 euros pour que juste la personne vienne chez toi, parce que ça lui prend tellement de temps de venir, surtout à Paris, que compliqué, quoi. Ouais, ouais, non, ouais. Je pense on a couvert, ben, on a quasiment tout couvert là, hein. Je pense qu'en termes. Ah oui, Bah, ouais. non, non, mais on a fait un gros tour d'horizon déjà. On a revu enfin, les principales étapes, euh, de la mise en location à la gestion avec le traitement des litiges. Je Il pense manque. que Ouais. peut-être, voilà, je pense que pour, tu vois, peut-être un mot à retenir, c'est par rapport au débat qu'on a eu en début de discussion, c'est gérer ses propres locations seul, c'est faisable aujourd'hui, c'est pas un truc dramatique et un truc insurmontable. Euh, Juste ceux qui n'ont pas envie d'avoir affaire à un locataire, ceux qui veulent même pas entendre parler du locataire, et qui se disent non, non, mais moi, j'ai jamais envie d'être en relation directe, passer en solution agence. Parce que comme ça, tu ne te prendras pas la tête et tu n'auras jamais une relation. Et quoique, bon, en tout cas, ça te permet déjà de te dire, OK, j'externalise tout. Après, pour les trois quarts des personnes, euh, voilà, on a quand même donné pas mal de tuyaux et d'astuces pour pouvoir essayer d'optimiser un peu ta gestion, d'utiliser des outils, de processer. Je pense que c'est pas insurmontable et que ça se fait aujourd'hui. Ça se fait, voilà, ça se fait facilement, sachant que voilà, tu passes un petit peu de temps, mais bon, d'un autre côté, c'est toi qui pilotes. Tu es le pilote de l'avion, tu es le patron de ton entreprise et c'est normal que tu pilotes un peu ce qui se passe dans l'avion. Mais il faut avoir le bon tableau de bord pour voir arriver les turbulences et savoir comment les gérer, quoi. Ouais, pour tout à fait aligné, attention, parce que même quand vous êtes des agences, à un moment, dès que ça sent vraiment le roussi, hein, Oui, il te ça refile retombe le sur bébé, vous. ouais. Et assez souvent, même les négociations avec les locataires, bah, vous allez vite vous rendre compte que c'est vous qui allez les reprendre. Alors, si vous n'aimez pas la confrontation, bon, compliqué, mais assez souvent, les agences, ils bug au bout d'un moment, hein. Et en plus, ils font des trucs un peu maladroits. Donc, ils envoient des courriers qu'ils ne devraient pas envoyer. Ils devraient juste appeler le gars. Enfin bon, ça dépend du niveau du gars. Autre élément, si vous voulez vraiment tout sous-traiter et le faire à fond, moi, ce que j'aime bien de façon totalement sous-traitée, c'est d'avoir un outil qui centralise les flux, qui centralise les échanges dans certains cas. Donc, par exemple, sur les échanges, ce sera plutôt pour des outils dans le cas de Monsieur Hugo et de la location longue durée, moi, j'ai des WhatsApp. En gros, je crée des WhatsApp par logement. Mm. Quand c'est de la courte durée, je vais avoir des outils qui agrègent tous les chats des différentes plateformes et les différentes réservations, parce que là, on est dans d'autres enjeux, parce qu'on a beaucoup plus de flux. Et j'ai aussi mes WhatsApp par équipe sur chacun des logements et avec chacun des clients. Et après, je structure mes équipes. J'ai plusieurs niveaux. Donc, j'ai mon niveau direct, du coup, direct avec moi. Pour donner un peu de chiffres, moi, j'ai 3 personnes qui bossaient pour moi pour gérer tout mon IMO. Donc, 3 personnes full-time, parce qu'il y a beaucoup d'IMO, il y a différents trucs. Euh, Ce que j'ai maintenant, moi, c'est une personne en direct, enfin, ce que je veux recréer, parce que là, je ne l'ai pas, mais une personne en direct avec moi, donc qui a un niveau de compréhension total, qui sait faire des devis travaux, qui comprend qui est très bon gestionnaire de projet pour tout ce qui est litige, donc gérer les avocats, gérer les huissiers, etc. Donc là, j'ai une personne qui est à côté de moi qui a un très fort niveau de compétence. Cette personne qui est avec un très fort niveau de compétence, après, j'ai des personnes par ville. Alors, j'ai des personnes par ville qui sont comme des country managers. C'est généralement des personnes qui sont un peu plus âgées, donc dans les 40, 50 ans. Et ces personnes-là, ça va être des personnes qui sont très, très organisées, qui n'ont pas forcément le niveau de faire les travaux, mais qui ont des niveaux pour régler les problématiques basiques. Problématiques basiques, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un dégât des eaux, comment on fait, très réactif, etc. Et qui sont très dans l'humain, qui vont gérer finalement l'échange avec les locataires, que ce soit donc sur Airbnb ou les autres, et qui vont gérer les équipes qui sont en dessous. Et les équipes qui sont en dessous,
Ça va être l'artisan qui va faire des travaux, des petits travaux. Ça va être la personne qui va potentiellement faire les visites si j'ai quelqu'un pour les visites sur place et ça va être cette personne qui va gérer. Et en gros, du coup, j'ai mon arborescence qui fonctionne comme ça, totalement freelance. Avant, je l'avais en employé et en salarié. Aujourd'hui, structurer un employé salarié, ça dépend comment vous êtes et là, comment ça fonctionne. Moi, j'aime beaucoup plus le freelance aujourd'hui parce que c'est plus simple, encore une fois. Et du coup, il y a toute cette structure. Et cette structure, il faut qu'elle soit forcément backée par un logiciel qui permet surtout de vérifier comment l'argent circule pour que moi, je puisse avoir une vision très rapidement de où l'argent va, etc. Vous le savez tous, mais pourquoi on a besoin de cette vision d'argent très poussée? Parce qu'on a souvent de l'emprunt et de la dette, ou même vous avez besoin d'utiliser cet argent pour autre chose. Donc, quand vous avez un emprunt de 1300 euros ou 1000 euros sur un bien et que vous encaissez 2400 ou autre, il faut être sûr que c'est encaissé pour payer la prochaine échéance parce que sinon, vous avez des problématiques. Donc, en gros, cette structure-là fonctionne très bien. Vous avez besoin de logiciels quand même pour vous aider. Monsieur Hugo marche très bien pour pouvoir faire une partie. Vous pouvez voir ce qui fonctionne. Il n'y a pas forcément toute la gestion multi-compte, je crois, j'ai pas testé, mais en gros, moi, j'ai un compte et je peux donner les accès. Mais il n'y a pas de gestion multi-compte pour faire un peu comme ça. Mais voilà comment je fais, moi, sur cette partie. Et vous avez, quoi qu'il arrive, besoin, après ça dépend, hein, vous pouvez monter jusqu'à 10 logements. Ça dépend des types de logements que vous avez, de comment ils sont exploités. Mais si vous avez des logements, même colocation, 15 colocs, tout seul, ça va. Franchement, ça va. Après, ça dépend de votre boulot et ça dépend à quel point vous arrivez à répartir la charge. Mais si vous avez 15 colocs, ça veut peut-être dire 15 par an. Vous allez avoir 15 personnes à rentrer-sortir. C'est une par mois ou c'est plutôt 4 qui auront lieu au même moment dans l'année, quoi. Donc, et après, ça dépend. Et une fois que vous avez des personnes fiables, ça, c'est fantastique. Franchement, c'est top. Mais on a fait, je pense, un super épisode là, hein. Ouais, bah écoute, Ah ouais. peut-être un peu plus long que d'ordinaire, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, je trouve que c'était cool de reprendre en fait les bases depuis le début. J'espère que ça sera utile à tous ceux qui nous écoutent, quoi. Ça, c'est top. En plus, tu m'as fait des codes promo, donc moi, j'adore. Du coup, si je vais sur Monsieur Hugo, j'utilise le code FIRE, donc FIRE, j'ai 5% à vie sur l'abonnement. Donc ça, c'est top. Et il y a un lien que je mettrai sûrement dans le podcast en dessous ou que je mettrai sur YouTube, qui est un lien où vous avez la même chose en fait que le code promo. Donc n'hésitez pas à tester. Tu as en plus 30 jours gratuits, non, je ne me rappelle plus. Ouais, tu as 30 jours Deux gratuits, mois, tu as 2 mois Ok. d'essai gratuit pour tout Ok. tester, quoi. Ouais. Oui, alors pour tout le monde, tester au début, c'est vrai que c'est comme tous les logiciels un peu comptables, ça demande un peu de temps de paramétrage. Donc ce qui est normal parce qu'il faut quand même rentrer les informations du bien. Mais en tout cas, une fois que c'est en place, une fois que vous avez surtout vos prélèvements qui sont en place, moi j'adore, prélèvements qui sont en place. D'ailleurs, je vais remettre un nouveau bien je vais en remettre quelques-uns d'ailleurs sur mes cheveux. Tu vas les voir pop-up au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, j'ai cette problématique là en ce moment où il y a quelqu'un qui me paye. Je ne sais pas quand la personne me paye, c'est entre le premier du mois et le 15 du mois. Et en fait, ça m'exaspère de devoir vérifier. Et surtout, quand vous loupez un mois, quand vous n'êtes plus habitué à regarder, après, il faut réexpliquer à la personne qu'elle doit vous payer. Puis l'argent, elle l'a plus forcément quand c'est des gros loyers et tout. Donc, bon, ça, c'est vraiment des trucs pas mal. Merci beaucoup Bruno, toujours un plaisir. On se prépare d'autres épisodes. Alors on va se faire des petits focus fiscalité aussi. Là, on a même carrément un workshop qui est prévu. Fiscalité, n'hésitez pas à venir aussi sur les meet-up. On fait des meet-up et nous, ce sera sous ce format-là. Et puis Bruno, on peut te retrouver sur LinkedIn du coup. Ouais, sur LinkedIn, Bruno Cantegrel, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Et puis sur Ouais. le site www.monsieurhugo.com, on a formulaire de contact et notre numéro de téléphone pour nous appeler s'il y a des questions. Et ben top. Je te remercie. Je te dis à très vite. À plus. Merci, merci Victor, à plus tard.